Europe 1. 16h-18h, on marche sur la tête. Cyril Hanouna. Il a mis, non, franchement, vous avez envoyé du très très lourd là, Gauthier. Vraiment, il est 16h04. Merci à tous les auditeurs d'Europe 1 d'être avec nous. Aujourd'hui, hier, on n'a pas pris assez d'auditeurs, j'étais pas content. On va en prendre beaucoup plus aujourd'hui. 01 80 20 39 21. Dites-nous ce que vous pensez de tout ce qui se passe là. On va pas se raconter d'histoire. On a l'avion, François Bayrou qui a pris un jet pour se rendre à Pau. Un jet. Il a pris un jet pour se rendre à Pau. François Bayrou. Il démarre, il prend des jets, lui, tranquille. Jet de la République. Il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, il était en overboard. Maintenant, il est en jet. Payé par le contribuable français. Voilà, exactement. On va en parler dans un instant. Vous inquiétez pas. Voilà. Il a dit sur Europe 1 et CNews. On va repasser l'extrait tout à l'heure. Voilà, enfin il y a Charles de Courson qui a dit à Sonia Mabrouk tout à l'heure sur Europe 1 et CNews, être Premier ministre et maire de Pau n'est pas compatible. Je pense qu'il a un peu raison, Charles de Courson. Rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale, oui. On va en parler dans un instant de tout ça. Bon, après, on a des noms pour le gouvernement. Là, ça y est, on a une liste qui est sortie. Pour moi, la liste, il va y avoir... Il y a des choses qui sont bonnes dans la liste. On a parlé d'un retour d'Elisabeth Borne. Je crois qu'elle va revenir. On vous dira où dans un instant, l'ancienne première ministre. Faut dire, il y a toujours des listes qui circulent. Ouais, dans ce cas-là. Faut prendre ça avec des pincettes. Mais ce qu'on peut dire, c'est que cette liste est cohérente. Cette liste est cohérente. Non, mais bien sûr, je suis prudent. Les listes qui vous savez que je vous ai même pas encore présenté. Donc pour l'instant, laissez-moi présenter l'équipe. Il veut partir tout de suite. Il fait tellement d'émissions dans la journée qu'il croit que c'est toujours la même. La dernière fois, il m'a pris pour Pascal Pro. Non, je fais bien la distinction. Oui, bien sûr. Olivier d'Artigol. Alors Olivier d'Artigol est avec nous. Il faut savoir pour les auditeurs d'Europe 1 qu'il marche sur l'eau. C'est Jésus. Depuis que François Bayrou a été nommé Premier ministre, il est persuadé qu'il a un rôle à jouer dans l'avenir de la France. Cyril, vous avez été le seul à l'annoncer dans ce studio. C'est vrai. À y croire et à l'annoncer. C'est vrai. Oui. Non, franchement, c'est fou. On est parti dans des chemins. Non, mais on va revenir là-dessus. Sébastien Lecornu, la veille, c'était encore Lecornu qui était Premier ministre. La veille, le matin même, jusqu'à 11h. Bah oui, jusqu'à 11h. Et Olivier n'aurait jamais dû avoir raison. C'est un drame national. Fabien Lecoeuvre est là. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Merci d'être là. Vous êtes bien élégant aujourd'hui. Ah bon ? Vous venez pour quel motif en fait ? Pour une fiche d'état civil ? J'ai vu de la lumière. Non, je vous donnerai les recettes de Lady Gaga contre l'insomnie. Ah d'accord. Bon, pas sûr qu'on fasse la chronique aujourd'hui. Restez quand même toujours un plaisir. Et puis elle remplace Valérie Benaïm au pied levé, puisque Valérie Benaïm n'est pas là cette semaine. Je vous rappelle qu'elle a un concours de briques à l'œuf. Non mais c'est vrai, dans le sud de la France. Très relevé. Donc Valérie Benaïm sera de retour à la rentrée dès le 6 janvier. Et on a la chance d'avoir Géraldine Maillet avec nous. Merci Géraldine Maillet. Ça ne vaut pas Valérie, mais je vais faire comme je peux. Non, franchement. Je vois Olivier un peu peiné, mais non. Attention parce qu'il lui défaut tout, celui-là. Mais en ce moment, il est tellement dans l'euphorie Bérou qu'il est prêt à oublier Valérie quelque temps. Méfiez-vous quand même. Allez, 01 80 20 39 21, vous nous appelez et on va vous donner la première liste qui tourne concernant le gouvernement. Alors, Gauthier Lebray, est-ce qu'on le fait ensemble ou est-ce que je le fais ? Est-ce qu'on le fait ? Moi, je suis à votre entière disposition. C'est vous décidez des règles du jeu et je les applique. Plus je vous entends, mieux je me porte. Donc allez-y. Alors, encore une fois, c'est comme ça tout le temps. C'est l'homme. C'est comme ça tout le temps. Alors, attendez. Allez. Merci. Quoi ? Allez. Non mais alors c'est une liste. Ça ne veut rien dire. C'est une liste de travail qui a fuité et qui est arrivée sur toutes les boucles de journalistes politiques. C'est à prendre avec d'énormes pincettes. Tout ça est au conditionnel. Voilà. Donc ce n'est absolument pas mes pronostics personnels. Parce que je vois Olivier avec son petit stylo. Vous savez ce qu'on va faire ? On va faire pour les auditeurs d'Europe 1. On va dire à chaque fois. À quel pourcentage on y croit, Gauthier et moi. Les autres, restez. Donc, ministère des Armées. Attention, on va dire, vous êtes Alexis Collère, vous êtes sur le perron de l'Elysée. Vous savez, ça lui arrive de se tromper dans la liste, Alexis Collère. Annoncez annoncez du moins important au plus important. Donc prenez les ministres qui sont en bas. Sur proposition du Premier ministre, le président de la République a nommé Madame Elisabeth Borne, ministre des Armées. On y croit. Elisabeth Borne, oui. Pas mal, 50%. Moi, j'y crois plus de 50%. J'y crois à 80%. Ça, petit passage, ce qui voudrait dire qu'il a eu la peau de Sébastien Lecornu et qu'il fait sortir Sébastien Lecornu du ministère des Armées et même de tout le gouvernement puisqu'il n'est pas dans la liste. Et moi, je reste persuadé, Gauthier Lebray, que Sébastien Lecornu était Premier ministre jeudi soir. Il était Premier ministre même jusqu'à vendredi matin, 11h. Et vous avez une petite info. Allez-y, donnez-la. Non, attendez, c'est votre info. Moi, j'ai pas croisé. C'est pas du tout mon info. Ils sont fusionnels les deux. Donnez votre info. Non, c'est la vôtre. Non, je vous la laisse. Ah non, pas de ça entre nous. Vous faites des câlins des moments ou pas ? Ah bah ça arrive, bien sûr, ça arrive. On fait pas une bonne émission si on s'est pas fait un câlin avant. Je pense que Sébastien Lecornu était avec le chef de l'État jeudi soir. Moi, je pense. Et je vais vous dire, non seulement je vous crois, mais c'est plus que probable puisqu'il était Premier ministre jusqu'à 11h.
Et s'il avait été nommé, on n'aurait pas Olivier en toupie depuis vendredi. Alors, une question, est-ce que Monsieur Lecornu fume le cigare ? Ça, c'est une bonne question. Parce que moi, on m'a dit que celui qui était donc dans un bureau secret fumait le cigare. J'ai cette information. Dans un bureau secret, quand à l'Élysée, le jeudi soir. Le jeudi soir. Oui. C'était Bill Clinton, ça, à mon avis. On m'a dit qu'il fumait le cigare. Je me renseignerai. Renseignez-vous, s'il vous plaît. Je me renseignerai. Je vais essayer d'avoir cette information avant la fin de l'émission. Je vais vous dire, c'est pas complètement ubuesque ce que dit Géraldine Maillet, mais c'est bien possible. Oui, c'est pas complètement ubuesque. Elle dit pas de bêtises. Moi, j'ai des renseignements moins importants que vous, Gauthier. C'est plus. Non, mais ça commence par le cigare. Donc, une piste là. Moi, je pense savoir qu'il lui a donné cette information et je peux vous dire. Oui, moi aussi, je pense. Voilà. Merci. Gauthier Lebray, d'autres choses. Donc, non, quand même, ça voudrait dire que Sébastien Lecornu sort du gouvernement, que François Bayrou aurait réussi par 2 fois à l'empêcher d'être à Matignon, dont une fois au profit direct du maire de Pau, et là, donc, il aurait eu sa peau. Donc, Gérald Darmanin, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. On sait que c'est son souhait. J'y crois. Ça avait été son souhait. Il a remis une cravate aujourd'hui à l'Assemblée en plus. Absolument. On en parlait tout à l'heure avec Gauthier. Absolument. Il a remis une cravate. Moi, je l'ai vu arriver en juin et dans ce studio. Je l'ai vu arriver dans ce studio. Il était en jean. C'était terminé. T-shirt, j'ai cru que c'était Joule. J'ai cru que c'était Joule. Franchement, non mais je vous le dis. Non mais je vous le dis. Ça lui allait bien. Ouais, ça lui allait bien. Voilà. Là, il a remis la cravate. C'est un signe. C'est un signe. Il était pas rasé d'aujourd'hui. Ouais. Ah ouais. Quand aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, il était pas rasé de. Oui, mais non, mais là, c'est son nouveau style. Oui, nouveau look. Exactement. Vous savez qu'il est en train d'écrire un livre, Gérald Darmanin, sur son passage au ministère de l'Intérieur. Donc, moi, j'y crois, Gérald Darmanin. Il avait formulé ce souhait auprès de Michel Barnier, qui lui avait refusé. Ça avait sans doute ensuite joué sur leur relation et sur la manière dont Gérald Darmanin avait dénoncé la hausse d'impôts voulue par Michel Barnier. Et on sait qu'il veut transformer le Quai d'Orsay en ministère pour faire pression, pour exécuter notamment les obligations de quitter le territoire et avoir des laissez-passer consulaires. Bruno Retailleau reconduit au ministère de l'Intérieur. Alors moi, je pense que ça, je n'y crois plus du tout, parce que je pense que oui, François Bayrou veut le reconduire, mais je pense que Bruno Retailleau finira par dire qu'il n'ira pas. Parce que s'il n'a pas les mains libres totalement, il n'ira pas, Bruno Retailleau. Et deuxièmement, apparemment dans cette liste, il y a 3 LR. Hein. Oui, c'est ça que j'allais vous dire. Voilà. On va terminer cette liste, mais s'il y a aussi peu de LR au gouvernement, je pense que là, Retailleau et Wauquiez peuvent se mettre d'accord pour dire on arrête. Exactement. La volonté de Retailleau, alors on se parle, c'est évidemment de rester au gouvernement. Exactement. On voit comme il est en première ligne encore à Mayotte, il rentre ce soir. Et pas à n'importe quel prix. À Paris, pas à n'importe quel prix. Il y a déjà tout le débat sur la loi immigration. Et attention, ça serait quand même un coup très très dur pour François Bayrou si Bruno Retailleau ne restait pas à l'intérieur. Il a la cote auprès des Français actuellement, et c'est vrai que voilà. Mais il faut se dire une chose, si les LR sortent du gouvernement, c'est-à-dire que ça devient un gouvernement 100% macroniste, puisque les socialistes n'iraient pas, ou des anciens socialistes qui ne le sont plus, comme Bernard Cazeneuve par exemple, et donc là se posera la question qui s'est posée avec Michel Barnier, est-ce que François Bayrou va réussir à former un gouvernement? Michel Barnier, il avait mis sa démission sur la table. Il avait dit, si ce soir on ne se met pas d'accord, je démissionne. C'était un jeudi soir, c'était un coup de bluff, mais il avait réussi à former le gouvernement in extremis. On verra si François Bayrou y arrive, c'est un casse-tête. Et vous avez vu comme Emmanuel Macron lui a mis un coup de pression. Bien sûr, c'est incroyable ce qu'il a fait Emmanuel Macron, c'est très drôle. Là, c'est drôle. Donc il faut dire, François Bayrou lui tord le bras pour être nommé à Matignon. 1-0 pour François Bayrou. François Bayrou va à Pau, il est interrogé par les journalistes sur le timing de la nomination de son gouvernement, et il dit oui, en ce moment, Emmanuel Macron est peu à Paris, donc c'est le président qui nomme, donc il faut qu'il soit disponible. On a l'impression limite que Emmanuel Macron part à Courchevel skier. Et donc, Emmanuel Macron lui dit, mon coco, tu me mets comme ça à l'amende, et viens à midi à l'Élysée, et viens avec des noms. Et donc ce midi à l'Élysée, François Bayrou était reçu. Mais le président de la République n'a pas du tout aimé l'ultimatum et le ton employé hier par François Bayrou. Il n'a pas aimé. Non, qu'il n'a pas aimé. Pas du tout. Qu'il n'a pas aimé. Ça démarre fort. Ça fait 4 jours qu'il est Premier ministre. Les relations sont déjà absolument détestables entre les deux. Mais quand vous parlez de Gauthier, on a l'impression que ça ne va pas durer. Ça va durer encore moins longtemps que Michel Barnier, quand vous en parlez. Alors là, il y a les fêtes qui vont le sauver un peu. Voilà, donc ça va lui donner 2 semaines. Exactement. Mais Bayrou a dit qu'il allait présenter son gouvernement le 14 janvier. C'est loin. C'est le discours de politique générale. C'est loin. Mais il faut que le gouvernement soit constitué. C'est quand même loin. Non, mais il est obligé, parce que là, le problème, c'est que de toute façon, il gagne du temps, parce que là, à partir de vendredi, il se passera plus rien. Exactement. Terminé. Vendredi, s'il n'y a pas un gouvernement, il se passera plus rien. On va faire ça le 25 décembre, c'est ridicule. C'est terminé, on retourne le 6 janvier. Moi, je vois même un timing, excusez-moi de vous dire ça, je me demande si on ne va pas faire trêve de Noël. 6 janvier, dans la semaine du 6 janvier, peut-être gouvernement, et la semaine d'après, discours de politique générale, mais c'est loin. C'est loin. Mais Gauthier, Et est-ce que ça va durer? Ça dépend pas tant d'Emmanuel Macron, parce que alors il peut décider de nommer quelqu'un d'autre si François Bayrou est vraiment empêché de former un gouvernement, mais ça dépend plutôt des socialistes et du RN sur leur volonté de censurer ou non
le Premier ministre. Jean-Noël Barrot qui passerait garde des Sceaux, ministre de la Justice. Jean-Noël Barrot, lui, c'est un des petits protégés de Emmanuel Macron, l'aime bien. Et François Bayrou, bien sûr, elle l'aime encore plus. Donc forcément, lui, ça va être un de ceux qui va exploser. Et je pense, oui, que là, pour moi, c'est celui dont je suis le plus sûr. 80%? J'irais même à 90% sur Jean-Noël Barrot. Dans le scénario où il quitte le Quai d'Orsay, où il est remplacé par Gérald Darmanin au Caire. Donc il passerait à la justice pour remplacer Didier Migaud. Catherine Vautrin, ministre de l'Éducation nationale. Voilà, donc là, elle est Catherine Vautrin sera dans le gouvernement. Assurément. Elle fait 3 mois à chaque fois. Hein, donc oui, mais donc voilà, elle va refaire ses 3 mois. Elle fait bien. Voilà. Mais Catherine Vautrin, elle y sera, donc à savoir où, mais ça me semble pas ubuesque qu'elle soit nommée. Voilà. Elle reste au gouvernement, non, c'est pas. Elle y sera. Non, celle qui sort, a priori, c'est Agnès Pannier-Runacher. Oui, c'est-à-dire que vont sortir tous ceux qui n'ont pas été loyaux envers Michel Barnier. Exactement. Parce qu'évidemment, François Bayrou, il n'a pas envie, c'est les moutons noirs. Quelqu'un qui a été déloyal avec un premier patron le sera avec un second. Donc c'est Antoine Armand qui a critiqué ouvertement Michel Barnier et son budget qu'il portait lui-même. C'est Agnès Pannier-Runacher. APR. Agnès Pannier-Runacher. Tout le monde l'appelle APR. Ah ouais, APR. parce qu'elle n'a pas été cool avec APR, n'a pas été cool avec Bruno Retailleau, avec BR. Exactement. Monsieur Armand n'a pas été cool non plus avec le RN. Dès le départ, quand il est arrivé. C'est très maladroit. Mauvaise stratégie. Mauvaise stratégie. Antoine Armand, les initiales AA, on a été déclassé. On est AA maintenant. Ça vous dit rien? C'est une note d'andouillette. Ça vous alerte pas. Ça vous alerte pas, les mecs. Non, mais vraiment, ça vous alerte pas. Il y a des signes. La prochaine fois, il faut un ministre de l'économie avec 3. Tu vois, avec un mec, tu vois, ses initiales, c'est 3. Pour l'instant, je sais pas. Mais le ministre de l'économie, on parle de Lescure. Exactement. Donc, on sait que c'était le candidat d'Alexis Collère pour Matignon, secrétaire général de l'Élysée. J'y crois, à moins que. Pour moi, il va y avoir un petit souci là-dessus. Je pense que les LR vont vouloir Bercy. Ah non, mais si c'est cette liste, les LR sortent. C'est mort. Exactement. Moi, je la tiens je le tiens de la bouche du cheval. Attention. Cette liste a circulé dans tout Paris, y compris au ministère de l'Intérieur, y compris chez les Républicains. S'il y a 3 LR au gouvernement, ils vont pas accepter de passer à 3 LR. C'est pas possible. Non, mais c'est sûr. Moi, je vois pas. Je pense quand même qu'il va falloir qu'il traite Laurent Wauquiez. Il a envie d'être traité, vous pensez? Oui. Et hier, apparemment, ils se sont vus, Laurent Wauquiez. Apparemment, ils se sont exactement. Et François Bayrou, je sais pas si ça s'est si bien passé que ça. C'est simple. Laurent Wauquiez, je sais ce qu'il a dit à François Bayrou. Il a dit il faut plus de ministres LR et une loi immigration. François Bayrou lui a répondu il faut moins de ministres LR et pas de loi immigration. Exactement. Donc à partir de ce moment-là, la discussion part mal. Oui, mais à un moment là, si on descend le gouvernement, les mecs, on n'avait pas besoin de dissolution. Parce que c'est que des choses. Non, mais c'est pas possible de faire ça en fait. Oui, donc, c'est pas possible. Matignon n'était plus dans le giron macroniste. Il repasse alors avec quelqu'un qui est pas tendre avec le président, mais enfin avec quelqu'un qui a un soutien du président depuis 2016. Et donc on part avec depuis février 2017. Février 2017. On part avec François Bayrou qui soutient le président depuis la première heure et on met moins de LR au gouvernement. Donc là, on a l'impression que la dissolution ne s'est pas passée, c'est pas possible. Donc Roland Lescure, on l'a cité. Rachida Dati resterait ministre de la Culture dans ce scénario. François Rebsamen, on en parlait hier, l'ancien ministre de Dijon. Ministre des Territoires, des Partenariats, des Collectivités territoriales et de la décentralisation. Bon, c'est pas non plus ouf. Hein. C'est la place de Catherine Vautrin. Tout c'est à prendre avec des pincettes, bien sûr. Je vous cite pas non, mais les gens que personne ne connaît, mais par exemple Jean-René Cazeneuve, ministre délégué au budget, plutôt cohérent. Il a été rapporteur général du budget. GRC, GRC, ouais. Non, mais c'est vrai. À l'écologie. Alors, à l'écologie. Apparemment, on parlait de. Broussailhac. Ouais, Jean-Marc Broussailhac, JMB. Marie-Guite Dufay. Marie-Georges Buffet. Non, Marie-Guite Buffet. Non. Marie-Guite Dufay. Marie-Guite Dufay, on va tout de suite prendre son CV. Elle est actuellement présidente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Elle a été première vice-présidente du conseil régional. Elle a été adjointe au maire de Besançon et conseillère municipale de Besançon. Elle a 75 ans. Elle est du Parti socialiste. Ah, et on a oublié la culture. Rachida Dati resterait. Ça, je l'ai dit. Ouais. D'accord. Vous l'avez dit. Très bien. Merci. Bah voilà. Un petit moment. Merci. Un petit moment. Oui, j'étais vrai. C'est pas grave. Alors sur cette liste. Ah, bonjour. Bonjour d'Artigol, qu'est-ce qu'il veut? Bon, alors moi je vais vous dire sur cette liste, je vais vous dire ceux. Moi je suis quasiment sûr de 2 ou 3, pas plus. Une dernière pour réagir, 01 80 20 39 21 sur Europe 1. Moi je vous dis, Jean-Noël Barrot, j'y crois à fond. J'en dis une dernière, Cyril. Maud Bréjon partirait selon cette liste.
Ouais. Ça, c'est quand même une déception. Ouais. Et Sarah, elle serait remplacée par Sarah El Haïry du Modem. J'adore. Elle est très sympa, Sarah. Qui était dans le bureau au Haut Commissariat au Plan après l'entretien orageux Macron-Bayrou à l'Élysée, où il n'est pas encore nommé. Quand il part dans... Quand c'est Sébastien Lecornu. Après, juste une chose, Cyril, par rapport à l'agenda que vous donniez, l'agenda qui est aujourd'hui réfléchi, c'est quand même une annonce de gouvernement ça serait mieux cette semaine. D'ici vendredi, avec 5 ou 6 grands pôles, c'est-à-dire des grands sujets, quitte à renvoyer au début d'année prochaine des secrétariats d'État, des choses, mais un affichage politique avant les fêtes, parce que il faut quand même se rendre compte, si on bascule après le 20, à partir de samedi, les gens ils font plus de politique, ils basculent dans les fêtes de fin d'année, ils réfléchissent à... Voilà, ils ont la tête déjà que c'est déjà le cas, mais si pendant cette période-là, la France est sans gouvernement, c'est une zone de fragilité intense. Parce qu'il y a des décisions à prendre. Là, on gère les affaires courantes. Mais il y a des arbitrages politiques à donner. Tous les clubs de poker, là, ils sont en train de crever parce que justement, ils sont suspendus à cette nomination, par exemple. Et des cas comme ça, les agriculteurs, etc. Il y a aussi des agriculteurs. Donc, normalement, avant vendredi. Et d'autres décisions complémentaires en début d'année. Alors, vous en êtes tous, Cyril, par rapport à ceux qui sont potentiellement crédibles dans la liste de Gauthier? Merci, Gérald. C'est pas la mienne, c'est celle qui a fuité. Oui, c'est celle qui a fuité. C'est notre. Je suis pour rien, moi. Moi, celui pour moi qui est le plus sûr, c'est Jean-Noël Baron. Je le mets à 90%. À la justice? Ouais, en tout cas, il y sera, mais je pense que la justice, je pense qu'il va y aller. Moi, je pense que Darmanin-Borne, c'est assez crédible. Moi aussi. Parce que si vous voulez faire ce que disait François Bayrou ce week-end dans la Tribune du dimanche, c'est un gouvernement de poids lourds. Il n'y en a pas 36 des poids lourds chez les macronistes. Il y a Attal, Borne et Darmanin. Donc à partir du moment où Attal a été Premier ministre, on en parlait hier, et ne veut plus rentrer dans une équipe gouvernementale expliquant qu'il est patron de parti et président de groupe, il en reste 2, Elisabeth Borne et Gérald Darmanin. Et Gérald Darmanin, il n'y a pas 36 endroits où le mettre, c'est les armées ou le Quai d'Orsay. Quand vous avez été ministre de l'Intérieur. Moscovici aussi, oui, il n'est pas dans la liste, mais c'est un nom qui est revenu. Il a été reçu à Matignon la semaine dernière. Après, moi, ça me va, Gauthier, mais tout ça pour ça. C'est-à-dire que Darmanin et Borne, c'est loi immigration, Darmanin, Borne, les retraites, et en fait, ils reviennent en fanfare. C'est quand même hallucinant. Mais c'est pour ça que le choix Bayrou. Il y a un problème de bande de touche. La Macronie, en termes de ressources humaines. Non, il y a un problème de Premier ministre. Il y a un problème de Premier ministre. C'était pas le profil à nommer. D'ailleurs, c'est pour ça que c'était pas lui jusqu'au dernier moment. C'est pour ça que le président ne voulait pas nommer François Bayrou. Maintenant, le président, il se dit, écoutez-moi bien, il lui met des petits coups de pression. Là, je vais vous dire, vous savez, il y a un problème. Quand vous n'êtes pas choisi par le président, même si on croit que le président n'a plus tous les pouvoirs, sachez que le président, s'il veut vous mettre la tête sous l'eau, il vous la mettra en cohabitation. Et ça commence bien. Quoi qu'il arrive. Et je peux vous dire, le gagnant entre François Bayrou et Emmanuel Macron, je peux vous le donner tout de suite. J'ai même pas besoin d'attendre. Donc Emmanuel Macron, il a dit d'accord, il veut être Premier ministre, et ben il va l'être, et je vais m'occuper de lui derrière, et il va montrer aux Français ce qu'il va faire, et vous allez voir. Donc là, il l'a laissé, et je pense que pour Emmanuel Macron, il se dit, en février, allez, on va passer à autre chose, et encore un autre gouvernement. Il a dit qu'il voulait pas dissoudre. Oui, mais ça fragilise Emmanuel Macron. Oui, ça fragilise. Il s'en fout. Oui, il s'en fout. Vous savez, Emmanuel Macron, il est président, il s'en fout maintenant. Oui. C'est très bien qu'il va pas faire un 3e mandat, ça n'existe pas, donc il s'en fout total. Lui, jusqu'au moment où les milieux économiques peuvent dire, vu l'instabilité politique, là, ça nous fait plus sourire. Mais ça nous fait déjà plus sourire, vous voyez bien. Mais là, vous avez vu hier le timing de l'annonce d'Emmanuel Macron qui part à Mayotte? Bien sûr. Il l'annonce pendant que François Bayrou est en train de présider son conseil municipal de Pau. Exactement. Vous avez tout compris. Je vous l'avais dit. Vous avez tout, c'est vrai. Voilà. Et là, il n'y a plus d'amitié, plus de loyauté, plus de... je pense que l'amitié, elle s'est arrêtée, à la réunion de la semaine dernière, enfin, l'entretien entre les deux la semaine dernière. Oui, je pense que c'est je pense que le président de la République, là, il l'a dans son... là, c'est American Sniper. Là, il a détesté ce que lui a fait François Bayrou hier soir. La relation Bayrou-Macron, c'est pas une relation fluide. Non. Oui, mais c'est une relation... je ne sais pas d'ailleurs s'il y a de l'amitié. Il peut y avoir de la considération, mais pas d'amitié. 01 80 20 39 21. On va prendre des auditeurs en ligne dans un instant, mais c'est vrai que là, en tout cas, les noms qui sont sortis, voilà, il n'y a pas d'énormes surprises. Nouvelle réunion ce soir entre Bayrou et Emmanuel Macron en vue de la formation du gouvernement. Exactement. Oui. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont pas passer. Il faut voir l'escure à l'économie, il faut voir s'il arrive à passer. Mais je pense qu'il n'y a pas assez de LR dans le gouvernement. Et là, je pense que... Moi, je pense que c'est pas fait, LR. Moi aussi. C'est pas encore fait. Moi aussi. C'est évidemment la volonté de garder Bruno Retailleau. Mais pourquoi je dis c'est pas le bon profil, François Bayrou? Parce que justement, il y a une incertitude sur les Républicains avec cette volonté d'avoir un tiers de ministres
issus de la gauche, alors pas directement du Nouveau Front Populaire, mais de la gauche, Cazeneuve, Moscovici, Rebsamen, des profils comme cela, alors que si vous aviez Sébastien Lecornu, vous retourniez avec le socle commun et les LR suivaient. Sébastien Lecornu, il avait évidemment le soutien de Bruno Retailleau dès le départ, et il a même eu à la fin celui de Laurent Wauquiez qui s'était rangé sur la ligne Retailleau après avoir dit qu'il fallait sortir LR. Et il y a un petit truc qui a bougé pour les auditeurs d'Europe 1 qui nous suivent à 16h23. Il y a un petit truc qui a bougé pour moi, c'est que je pense que Jordan Bardella, je suis pas sûr qu'il soit hyper fan de François Bayrou. Non. Je vous le dis, je suis pas sûr qu'il soit hyper fan de François Bayrou. Non, mais merci. Je suis pas sûr qu'il soit hyper fan de François Bayrou. Et je pense qu'ils étaient partis, Marine Le Pen, et ce que j'avais dit, même moi, je l'avais dit, oui, il nous avait aidé à l'époque, etc. Mais je pense qu'ils vont le shooter aussi. Ils n'hésiteront pas à le shooter très vite, dès le retour, dès janvier ou février. Remarquez que la question de Laure Lavalette aujourd'hui, qui était la première interlocutrice, parce que c'est le plus grand groupe, le ton employé en direction de François Bayrou était plutôt un ton constructif. Oui. Je pense mais je pense qu'ils n'ont pas encore parlé à Jordan Bardella. D'accord. Voilà, merci. Question transversale, puisque Gauthier et Cyril, vous êtes très informés. Oui. Quelles sont les relations entre Sarkozy et Wauquiez ? Sarkozy et Wauquiez sont très bonnes. Maintenant, elles sont très bonnes. Parce que du coup... ça avait fluctué, maintenant, elles sont bonnes. Donc Nicolas Sarkozy est très bien avec Macron. Croyez-moi, elles sont bonnes. Ils étaient d'ailleurs au Parc des Princes ensemble samedi, dimanche soir pour voir PSG Lyon, puisque Laurent Wauquiez est allé voir le match, puisque c'est sa région. Et non, ils se sont longuement parlé, Laurent Wauquiez et Nicolas Sarkozy. Tout va bien. Donc M. Bayrou et Sarkozy, ça ne va pas. M. Wauquiez et M. Sarkozy, ça va bien. Nicolas Sarkozy voulait que Bruno Retailleau reste ministre de l'Intérieur. Il veut que, d'ailleurs, il militait pour Sébastien Lecornu à Matignon. Il était dans cette optique-là. Donc, quand Laurent Wauquiez a essayé de faire sortir Bruno Retailleau du gouvernement, je suis pas sûr. Il y a eu un petit. Et maintenant, que ça plus à Nicolas Sarkozy. Tout est rentré dans l'ordre. Oui. Et puis Nicolas Sarkozy avait souvent reproché à Laurent Wauquiez de ne pas assez prendre la parole dans les médias au moment où on l'avait peu entendu avant de se présenter lors de la dissolution. Il préfère Wauquiez à Bayrou, on est d'accord. Bien sûr. Mais il ne supporte pas François Bayrou. Donc ça ne va pas être un facilitateur pour Bayrou. Je vais vous dire la vérité. Et on peut le comprendre. Tout le monde vous dit, on dit, en tout cas dans les coulisses, tout le monde vous dit, le seul qui est au niveau, les deux seuls qui sont au niveau d'ailleurs d'Emmanuel Macron, intellectuellement, c'est ce que, je vous jure, c'est ce qui se dit dans les milieux. Vous me dites, c'est Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau. Voilà, ils disent, ils peuvent tenir tête. Intellectuellement, Laurent Wauquiez, c'est quand même un monstre, croyez-moi. Normal sup, major à normal sup, Elena, tout le monde l'a pas fait. C'est un monstre. Non, mais ça, il n'y a pas de. Voilà, tout le monde s'accorde à dire, même le Nicolas Sarkozy vous dira, Laurent Wauquiez, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, mais c'est quand même une tronche. Voilà, il faut le voir alors maintenant. C'est pas un. Voilà. Mais alors pourquoi ça se passe pas ? Pourquoi ça se passe pas ? Parce qu'il attend son moment. Regardez, François Bayrou, il a attendu, il a quel âge ? 73 ans. Voilà, il a attendu son moment. Regardez, là, il est content, il répond à des questions, il répond à Mathilde Panot, etc. D'ailleurs, vous avez, si vous voulez vous endormir, vous mettez les questions au gouvernement en ce moment. Vous êtes sûr, c'est une purge totale. On va prendre plein de. C'est des réponses. Pourquoi tu prends des notes à chaque fois que je dis quelque chose contre François Bayrou ? Parce qu'après, je rédige des billets. Je veux reprendre les mots. Ah oui. 01 80 20 39 21. Vous nous appelez en résumé. Moi, c'est pour dénoncer la police, c'est moi, ça, je pense en tout cas. Non, c'est public. Je pense en tout cas que là, le problème qui va se poser, ça va être un seul problème, ça va se décider ce soir. Je pense que Laurent Wauquiez va passer un coup de fil au président de la République avant sa rencontre avec François Bayrou, et je pense qu'il va lui dire, s'il n'y a pas assez de LR dans le gouvernement, on va pas y aller, et ça va être, vous allez perdre Bruno Retailleau, et on va être plutôt hostile. Donc voilà, je pense que c'est ce qui va se passer. Je pense qu'il va lui téléphoner dans l'après-midi si ce n'est déjà fait. Et c'est pourquoi c'est président de la République. C'est ridicule. Il fallait rester donc avec le socle commun. Arrêter de penser que les socialistes pouvaient être parce que là en fait, dans une forme d'accord de non-censure. Le président de la République ne voulait pas être tributaire du Rassemblement national, mais ça sera exactement la même chose. Voilà. Et je peux vous dire que là, Jordan Bardella, si c'est que de lui, là, il passe les fêtes et en janvier, il appuie sur le bouton. C'est ça que je voulais vous dire. Évidemment intéressant pour François Bayrou, ça c'était un bon coup de recevoir Marine Le Pen et Jordan Bardella en premier et de mettre 3 jours à les recevoir quand Michel Barnier mettait 3 mois. Mais faut pas croire que Marine Le Pen, elle fait une croix sur la censure. Jordan Bardella et Marine Le Pen, quand ils l'ont vu hier, je pense pas qu'ils se soient dit ça va durer 30 mois comme le souhait du président de la République de voir un nouveau Premier ministre jusqu'à la fin de son second quinquennat. Ils se sont peut-être plus dit ça va pas tenir une nouvelle fois.
Donc, et peut-être qu'il est même largué, peut-être qu'ils se sont même dit ça, peut-être. Gauthier, pourquoi on n'est pas capable de faire comme par exemple en Italie à des moments donnés quand il y avait des coalitions entre l'extrême droite et par exemple les socialistes? Alors justement, on va en parler dans un instant de tout ça, parce que en France le problème c'est que ça n'arrivera jamais. On va vous expliquer pourquoi dans un instant, Géraldine Maillet, mais ça n'arrivera jamais. Croyez-moi. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. On va prendre énormément d'auditeurs en ligne. Il y a Jean-Marc de Dijon, il y a Victoire du Rhône-Alpes, et vous nous appelez, vous continuez, comme je le redis, 01 80 20 39 21, et on vous tient au courant dès qu'on a des news. Mais pour moi, à mon avis, la liste qu'on a donnée, c'est à 50% bon. 50%. On va dire ça, Gauthier Lebray. Disons ça. Allez, à tout de suite sur Europe 1. Europe 1. 16h-18h, on marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1, 16h32. On est en direct, bien entendu. C'est la dernière semaine avant les vacances, les chéris, parce qu'après vous allez partir un petit peu, ça va vous faire du bien. Vous allez décompresser, ça va vous faire du bien. Tiens, François Bayrou, là, le Premier ministre, est actuellement devant les députés. Je ne dissimulerai rien, je ne laisserai rien sans traitement et sans réponse. Tous les problèmes que vous avez indiqués qui tiennent à la dépense publique, qui tiennent aux fractures de la société française, j'essaierai de les résoudre. J'essaierai pour les autres, les fractures, de les résorber. Et j'essaierai de le faire en tenant compte de chacun des groupes. Voilà ce qu'a dit François Bayrou. Il y a des députés aussi qui l'ont... Mathilde Panot lui a reproché sa présence au conseil municipal de Pau au lieu d'être auprès des Mahorais. Est-ce que vous voulez entendre la réponse de François Bayrou? Allons-y. Allez, c'est parti. Je suis de ceux qui pensent que l'on n'a pas le droit de séparer la province et le cercle des pouvoirs à Paris. Vous pouvez vous égosiller. À Mayotte, il y avait le ministre de l'Intérieur, c'est le président de la République qui dirigeait la réunion de crise et j'y participais. J'ai présidé le conseil municipal de ma ville de 19h à 23h. Je considère que, ce faisant, j'étais aussi à ma place de citoyen. Et j'ai l'intention de défendre cette idée que la citoyenneté ne se divise pas entre être à Paris et occuper ses responsabilités de citoyen sur le terrain. Ça va être un très grand sujet pour notre avenir. Voilà, alors ça a été la réponse de François Bayrou à Mathilde Panot. Alors il y a Victoire justement qui est en ligne avec nous, qui nous a appelé au 01 80 20 39 21. D'ailleurs, vous pouvez continuer de nous appeler. Victoire qui est avec nous, Victoire du Rhône-Alpes. Bonjour Victoire. Oui, bonjour. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous, Victoire. Alors, merci. Vous avez bien aimé la réponse de François Bayrou à Mathilde Panot? Oui. Oui, je trouve qu'il a très bien répondu. Je pense que ça va être une question importante parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de magouilles en politique. Enfin, moi, je le vois. Je pourrais pas vous dire pourquoi, mais je le vois. Et donc, du coup, on en reparlera plus tard, on va dire. Ouais. Mais en tout cas, je veux dire... C'est lamentable. Et puis alors là, entendre Mathilde Panot invectiver François Bayrou du centre, non mais vous avez pas regardé, il faudrait que vous ayez le voir, Cyril, sur Instagram, oui. Il y a une parodie avec l'intelligence artificielle de les Bretonnes percheronnes. Et qui montre Mathilde Panot en poissonnière. C'est exactement ça. Je vais aller regarder ça. Je vais aller regarder ça tout à l'heure. Là. Ça va me détendre. C'est une poissonnière, Madame Panot. Je vais aller regarder ça ce soir. Ça va me détendre. Je pense que vous allez rigoler. Avec plaisir, Victoire. Avec plaisir. Ah bah ça c'est sûr. Donc je trouve qu'il a très bien parlé et effectivement il essaye de pouvoir qu'on parle avec tout le monde. Je comprends pas maintenant que la gauche ne veuille pas aller parler à François Bayrou, mais je suis désolée, on doit tous travailler ensemble. Moi, je suis pas du même bord, voilà, et du coup, je suis désolée, on doit travailler ensemble. Donc, il va falloir se travailler ensemble, c'est tout. Justement, Victoire, moi sur la réponse de François Bayrou, ça a été clair pour le président. C'était, il voulait gérer Mayotte avec Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, et François Bayrou était tout au gouvernement. Il s'occupait du gouvernement. C'était assez clair. Donc je vous le dis. Oui. Voilà, c'est la réponse qu'il donne d'ailleurs. Mais de toute façon, moi, j'ai pas trouvé désagréable. De toute façon, il participait à la réunion via conférence call ou visioconférence. Non, il est allé en. Il est allé. Ouais, non, mais il était en visio. Non, il était en visio, mais en tout cas, au conseil d'administration, il est allé en avion. Voilà. Au conseil municipal, il était en avion. Pour Mayotte, il était en visio avec Emmanuel Macron, donc il était bien présent.
C'est quoi Donc je comprends pas que... De la République. Je comprends pas que Mathilde Panot vienne faire un scandale parce qu'il n'était pas sur place. Non, mais est-ce que ça vous dérange, Victoire, qu'il soit allé au conseil municipal en jet Non. Non, ça vous dérange? Non, moi ça me dérange pas. Je suis désolée. Maintenant, il est Premier ministre et puis il a intérêt à garder quand même sa place parce que s'il a une place éjectable comme Michel Barnier, il vaut mieux garder ses fonctions plutôt que ils ont la chance ces gens-là de pouvoir garder leur boulot même s'ils quittent leur mandat. Alors justement, sur le Falcon, sur le jet là de François Bayrou, dites-nous ce que vous en pensez. Tiens, vous nous appelez 01 80 20 39 21. Il aurait pris un jet, un Falcon de la République pour se rendre au conseil municipal de Pau. Géraldine Maillet, vous n'êtes pas d'accord? Non, moi je trouve que c'est évidemment qu'il a le droit, mais c'est une erreur majeure. Je trouve que symboliquement, c'est catastrophique. Il y a Mayotte qui est à feu et à sang. Il y a des dizaines, voire des centaines, voire peut-être même plus des milliers de morts. Et voilà, il prend le soin. Il a fait une visio avec Mayotte. Pourquoi il peut pas faire une visio avec son conseil municipal? Évidemment. Où est le problème? On a tous fait ça pendant le Covid. Franchement, il s'adapte et il reste bien sûr à Paris en attendant pour trouver des solutions. Voilà, nationalement. Et moi, je suis contre le cumul des mandats. En plus, on a sa réponse là-dessus, François Bayrou. Écoutez. Je n'abuse jamais des moyens de l'État. Les ministres, premiers ministres et présidents de la République, oui, ils sont accompagnés par des services de sécurité contre des incidents, des services de sécurité médicale, des services de sécurité de transmission. Alors c'est évidemment plus facile que de trouver des avions de ligne. Alors, voilà la réponse de François Bayrou. Je suis assez d'accord sur l'idée. Un budget primitif doit être voté avant la fin de l'année. Il aurait pu le décaler d'une semaine. Il aurait pu rester à Paris et faire la visio. Mais moi, ce qui me dérange dans cette affaire, c'est les personnes qui demandent à ce qu'il parte à Mayotte. Je pense que son déplacement dans les conditions actuelles à Mayotte ne servira à rien. Absolument. Il y a le ministre de l'Intérieur. Il a montré dans ses réponses au gouvernement qu'il maîtrisait quand même ce qui se passe en termes d'aide d'urgence, le pont maritime et aérien, la situation là-bas, le bilan. Il est dans la boucle, bien évidemment, de la gestion de crise. Et sur le jet, alors là, je vais pas me faire de... Sur le Falcon et sur le jet, j'ai jamais été, moi, dans l'idée que les premiers dirigeants responsables de l'État devait aller vers des transports en commun avec tout le monde, etc. Je trouve que dans ce discours-là, il y a quelque chose qui me gêne, parce que le Premier ministre a besoin d'avoir des moyens de communication, il a besoin d'avoir une sécurité, c'est normal. Donc là-dessus, ça me dérange pas trop. Mais pas là, pas ce jour-là, pas ce soir-là. Tu as raison. C'est catastrophique. En fait, c'est un premier signal catastrophique. En termes de une erreur politique majeure déjà. C'est une erreur en termes de symbole. Alors, oui, moi, je pense que c'est un très mauvais démarrage. C'est-à-dire que, effectivement, commencer par une polémique de communication, une telle erreur de communication au moment où vous avez une cellule de crise, certes présidée par le président de la République, à laquelle vous êtes convié, décider que c'est celle-là que vous allez faire en visio et pas le conseil municipal, vous montrez où sont vos priorités. La priorité, c'est d'être physiquement à Pau et pas le contraire. Alors que ça devrait être le contraire, d'être physiquement à Paris pour la cellule de crise interministérielle et juste aussi pour former un gouvernement. Ensuite, il y a le ministre de l'Intérieur. Je peux vous dire ce que je pense, moi. Oui. Vous allez me prendre peut-être pour un fou. Mais moi, je pense qu'il voulait aller au conseil municipal de Pau pour la fame. Alors, qu'est-ce que c'est que la fame? Exactement, mais pour frimer, les gars, vous croyez quoi? Il est Premier ministre, il dit je vais voir tout le monde. Mais bien sûr, mais oui. Vous êtes quoi? Mais vous rigolez, les mecs, ou quoi? Mais moi, je vous dis, à 90%, c'est pour ça. Même à 100%. Bah oui. Mais bien sûr. Cyril, je pense qu'il devait aller à Pau parce que comme c'était pas prévu qu'il soit Premier ministre et que visiblement ça s'est pas trop bien passé comme prévu pour Macron, je pense qu'il avait besoin d'expliquer à son conseil municipal pourquoi. Non, Victoire, il est allé parce qu'il s'est dit, les mecs, je vais pas dire le mot, mais on va, quand on gagne une compétition, on retourne bien sûr, les gars, vous êtes avec le Brennus, le bouclier de Brennus. Non, mais les mecs, il est arrivé, les mecs. Ah oui. En toute humilité. Croyez quoi? Il a dû arriver à la mairie de Pau, là, mais j'ai de manteau. Non, mais il a dû jeter la veste. L'humilité. Mais les mecs, vous connaissez ça? Bien sûr, l'humilité. Mais Victoire, je vous promets, je connais. Alors, je vais pas dire ça, mais je pense connaître tellement bien l'être humain. Mais bien sûr. Et que je vous le jure qu'il y a de ça. Mais c'est évident. Mais il y a beaucoup de ça, les mecs, c'est sûr. Il s'est dit, les mecs, je vais retourner à Pau. Je vais retourner à Pau, les mecs. Mais je vais arriver, tout le monde va me passer la pommade. C'est le retour de César. Mais vous êtes fous, quoi. Mais c'est sûr.
Moi, je pense qu'il avait quand même des choses à expliquer. Mais il avait rien de... Mais il aurait pu l'expliquer par téléphone, en visio, Victoire. Il voulait aller là-bas. Ça lui a pas fait de peine d'être en conseil municipal de Pau. Il y a toute son équipe. Mais les mecs, ils voulaient aller là-bas se faire polir la poire. Oui, il l'a pas fait en visio parce qu'il voulait prendre des gens à part et que tout le monde n'entende pas ce qu'il allait dire au conseil. Voilà. J'espère pas pour les petits fours et le champagne. Victoire, franchement, je vous adore, mais je pense pas. En tout cas, il y a un conseil communautaire jeudi, avec le vote dans ce conseil communautaire d'un nouveau budget. Je pense qu'il est retourné. Ça y est, il a pris son bain de foule. Je pense que ce sera en visio depuis Paris. Bah oui, merci Victoire d'avoir été avec nous. Merci Victoire. Thierry, c'est pas Bretonne Percheronne, c'est les biquettes Percheronne sur Instagram. Ah, très bien. Allez voir tout. Je regarde ça, je vous fais d'énormes bisous, Victoire. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. C'est un bonheur à chaque fois. Merci beaucoup, c'est gentil. Bonsoir à toute l'équipe. Salut. Géraldine, vous n'êtes pas d'accord avec moi qu'il est allé à Pau juste pour se faire polir la grenade? Alors en fait, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez connaisseur de l'âme humaine, mais moi je pense que vous êtes connaisseur de l'âme humaine des hommes politiques aussi. Oui, et pour moi, c'est un métal particulier, l'homme politique. Oui. C'est un autre métal. C'est pas, enfin, ils ont pas le même sang que nous dans les veines. Et je pense que soit vous les côtoyez, soit vous en avez un peu vous-même, voilà. Et je pense qu'effectivement, il y a une part d'égo, de narcissisme. Bayrou qui a attendu ça toute sa vie, qui avait été peut-être inéligible à un moment donné, puis finalement plus inéligible. Voilà, il y a tout ça, c'est mélangé. C'est vrai. Et je pense que voilà, son il a quitté le ministère de la Justice au bout d'un mois, ça l'a beaucoup blessé. Bah oui. Mais les mecs, c'est sûr, mais vous croyez quoi? Il était dans le jet là, mais les mecs, mais vous croyez quoi? Il a dû enlever ses mocassins. C'est comment un jet? Il avait ses chaussures il avait ses chaussettes en fil d'Écosse, mais vous croyez quoi les gars? Mais vous êtes des fous quoi? Il est arrivé, il était comme un fou là, il a dû prendre un truc à boire dans le... Mais c'est un joli petit avion ce Falcon. Les mecs, bah oui, un Falcon, c'est un Falcon combien? Je vais regarder. Dites-moi. Et il y a quand même aussi quelque chose. Dites-moi, je vais vous le dire tout de suite. Oui. Dites-moi. C'est grand ou pas un Falcon comme Falcon, ça dépend. C'est un Falcon 2000. Non, c'est quoi? Ça dépend. Il y a plusieurs Falcons. Est-ce que c'est un 700X? Est-ce que c'est un 2000? Est-ce que c'est voilà? Gauthier, je te sens pas sur le coup sur le Falcon là. C'est un 7X. Ah, c'est un 7X. C'est un très bel avion. Oui, 7X. C'est un 7X. Alors c'est le nouveau modèle. Donc je vais vous le dire, il est très beau. À l'intérieur, c'est très beau. On peut être combien à l'intérieur? C'est très beau. Celui-là, c'est quoi? C'est combien de places? Je crois que c'est 12 places. 12 ou 14, je sais plus. Donc j'imagine que François Bayrou avait avec lui quelqu'un pour le... Ah bah bien sûr, il a son équipe, ses collaborateurs. 14 places, c'est ça, c'est 14 places. Il avait son directeur de cabinet. C'est 12 ou 14, c'est-à-dire qu'il vous avez 10 places et vous avez 2 places sur des banquettes. 4 places sur des banquettes et 10 places normales. Vous n'avez pas de gouvernement, vous avez une hôtesse. Oui, bien sûr qu'il y a une hôtesse. C'est vrai que la France insoumise est montée très 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 fort sur le coup, sur tout ça. Non mais là je vois le. Non mais après moi qui prennent le jet, il est premier ministre. C'est pas le problème. C'est la destination. C'est pas le problème. Pourquoi il y va? Quel est le but de ce déplacement? Mais il y va pour... Mais les gars... Si le but de ce déplacement, comme vous dites, c'est la faille, et on prend un Falcon aller-retour alors qu'on n'a pas de gouvernement et qu'on a une crise à Mayotte et qu'il y a une loi d'urgence qui vient d'être votée sur le budget, c'est dramatique. Comme on dit, il a fait son kiff, les mecs. Il a fait son kiff. Il a fait son festival de Cannes. Au vu des Français... Oui, je sais. Mais il s'est dit, je vais y aller. Et au vu des Français ultramarins, parce qu'on parle souvent des territoires ultramarins, des territoires d'outre-mer qui se sentent abandonnés et moins bien traités comme des citoyens de seconde zone, avec évidemment de l'injustice sur les prix, etc. Mayotte, si il s'était passé la même chose à Nice. Bien sûr, c'est ça. Mais vous avez tout le gouvernement dans l'heure qui est à Nice. Donc là, c'est parce que c'est loin. Et donc parce que c'est loin, on vous explique oui, c'est le ministre de l'Intérieur qui y est. Ça n'aura aucune utilité de voir le Premier ministre débarquer. Donc toi, tu étais favorable à ce qu'il aille à Mayotte. Et non, je viens de dire le contraire. Ah, vous ne comprenez pas. Ce que je veux dire, c'est que si c'était sur le territoire hexagonal, tout le monde débarque dans les 2 heures. Bien sûr. Là, parce que c'est loin. Parce que c'est loin. Logique. C'est logique. Non, c'est pas logique. Parce que là, on t'explique que. C'est pas logique, parce que c'est la France. On t'explique que c'est parce que ça gênerait les forces compétentes pour agir, les secours. Parce qu'il y a le ministre de l'Intérieur qui est sur place, il y a le ministre d'Outre-mer. T'entends pas ça si c'est à Nice. On ne dit pas il y a le ministre de l'Intérieur qui est sur place, il vient d'avoir un tsunami à Nice, donc le président et le Premier ministre n'y vont pas. Ce que je veux dire, c'est que c'est des arguments fallacieux et que, une nouvelle fois, les territoires ultramarins vont avoir la sensation d'être moins bien traités que le territoire hexagonal. Ils n'attendent pas que Bayrou arrive, ils attendent l'aide d'urgence, ils attendent... Oui, mais c'est du symbole. La plus dure, c'est on n'entend rien, c'est le silence, où sont passés les gens. On n'entend rien. Tu préfères encore il y a un silence. Tu préfères encore une fois être physiquement dans un conseil municipal plutôt que dans une cellule interministérielle de crise. Et il connaît bien le dossier, le sujet Mayotte.
je suis pas aussi certain que toi. On m'a raconté certains échanges hier lors de la cellule interministérielle. Je suis pas sûr qu'ils connaissent aussi bien le sujet, parce que sinon, ils n'auraient pas fui les questions des journalistes et ils n'auraient pas dit comme ça l'autre soir lors du week-end. Je laisse Bruno Retailleau répondre. Je fais simplement écho aux questions au Premier ministre. Je les ai entendues, notamment la réponse à Gérald Darmanin. J'ai vu. Où y compris Darmanin semble, lui qui est ancien ministre de l'Intérieur, acter la réponse et le niveau de réponse du. C'est une réponse hyper générale. Nous, vous le voyez ici, Gauthier Lebray. Sur l'électricité. S'il vous plaît, c'est bon, merci, on s'en fout. Vous voyez ici, Gauthier, vous avez chose. C'est Mab Canapé. Un bonbon. Voilà, merci. On s'en fout. On s'en fout d'Artigol. Merci. Vous voyez, Gauthier Lebray et moi, on vous amène des news de l'Élysée, du ministère de l'Intérieur, de la cellule interministérielle. Vous n'avez pas eu un écho de ce qui s'est passé à Pau, au conseil municipal. Je l'ai écouté. Mais non, il s'est passé quoi quand il est arrivé? Je vous le dis. Il a pris des selfies. Ah oui, il y avait une certaine ferveur dans son équipe municipale. Il y avait quelques palois qui étaient autour. La presse locale, bien sûr, a fait des numéros spéciaux ce matin sur l'enfant du pays qui arrive. Donc il y avait plus de Premier ministre béarnais depuis Louis Barthou. Donc, mais ça, j'ai envie de dire, c'est normal. C'est normal, un maire qui devient Premier ministre, il est normal qu'en ville, il y ait, si ce n'est une ferveur, en tout cas une actualité positive pour ceux qui suivent l'actualité. Après, la majorité des Palois, je pense qu'ils sont sur tout un tas d'autres considérations. Il y a eu un cocktail ? Je sais pas, bien sûr qu'il y a un cocktail, mais il y avait beaucoup de journalistes, il y avait ce qu'on appelle micro tendu après le conseil municipal. C'est bon. Voilà. Déjà dans l'avion, les mecs, vous croyez quoi? Dans l'avion, dans le Falcon, je peux vous dire que là, on se régale. Voilà, je peux vous dire que là, c'était là, à mon avis, il y avait des petits fours, il y avait des sandwichs triangles, c'est sûr, mais triangle, mais au saumon. Tu vois, je connais ça, saumon, je pense dinde, roast beef, je vous le dis. Il a dû se démonter, il a dû se mettre en chaussettes en acrylique. Franchement, c'est tragique. Dans le jet, mais c'est sûr. L'idée qu'il a eu est tragique. Et il a dû prendre un petit verre. En termes de communication, c'est zéro. Et ça veut dire qu'il n'y a personne autour de lui, il n'y a pas, une femme qui a un petit peu de clairvoyance, une épouse, quelqu'un qui peut lui dire. Mais non, mais je sais pas, parfois une conseillère, quelqu'un de l'obscurité qui lui dit mais stop, arrête tout, c'est catastrophique. Il explique pourquoi il assume cette décision. Oui, par rapport au cumul. On peut être contre ses arguments, les juger faibles, dire qu'il fait une grande erreur de communication d'image et de symbolique, mais il assume crânement pourquoi il y est allé. Parce qu'il est pour le cumul des mandats, pour être impacté comme ça par rapport à la région, par rapport à Paris. Juste, on est mardi. Il a été nommé vendredi. Fait même pas 5 jours. Donc, moi je veux bien, mais on refait la séquence. Il force la porte de Matignon avec un bélier. Un bélier à son nom sagittaire. Oui. Il part à Pau. D'abord, il y a une première cellule interministérielle de crise à Mayotte. Il la préside, puis il refuse de répondre aux questions. Il s'en va comme ça. Il dit « Je laisse Bruno Retailleau répondre ». Tout le monde note que cette séquence est très étrange. Ensuite, il décide d'aller à Pau plutôt qu'à la cellule interministérielle pour être physiquement présent à Pau. Et il prend donc un jet de la République. Très bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Et donc, il priorise Pau sur Mayotte. Oui. Ensuite, il met un coup de pression au président de la République en disant « Si vous êtes là, monsieur le président, ça serait bien de nommer cette semaine le gouvernement si vous êtes disponible au lieu d'aller skier à Courchevel. » Il est reçu finalement par le président de la République qui lui dit bah oui je suis disponible, alors vas-y apporte-moi ta liste. Ramène ta liste. Donc, et les relations sont déjà tendues au bout de 4 jours. Enfin franchement, le départ de François Bayrou à Matignon, c'est quand même quelque chose. Mais il sera là pour le réveillon ou pas? Les mecs, je vais vous dire quelque chose. Je viens d'être hyper factuel. Vous savez que là il y a un pote à moi là qui s'appelle Hugo, que j'embrasse d'ailleurs, qui me dit Barnier était venu en Savoie quelques jours seulement après sa nomination. Pareil. Mais oui. Les mecs, mais vous croyez quoi? Ils font leur bain de foule, ils arrivent, ils voient les mecs qu'ils connaissent. Ça a été Premier ministre. C'est l'enfant du PSG. C'est humain de réagir comme ça, non? Non, là aujourd'hui. Barnier, il avait pris le train, il n'avait pas pris un Falcon et il n'y avait pas Mayotte, quoi. Exactement. Pardonnez-moi, Mayotte, c'est mais voilà. Mais Géraldine a tout dit. Et ça fait du bien d'avoir Géraldine dans cette émission. Moi, j'ai un petit souci. Je trouve que vous oubliez que Mayotte, c'est la France. Valérie nous manque aussi, évidemment. Oui, c'est la France. C'est ce que je cherchais à dire tout à l'heure. Vous l'oubliez en fait, j'ai l'impression. Mais c'est longtemps, ça fait longtemps que c'est oublié. Mais c'était l'exemple que je prenais avec Nice. Vous avez raison. Si ça se passe à Nice, exactement pareil, vous avez tout le gouvernement dans les 2 heures. Mais je vais vous dire, si ça se passe à Nice, jamais François Bayrou prend un jet pour aller à Pau. Voilà, c'est exactement ce que je veux dire. Voilà. Je suis pas persuadé. Mais arrêtez, mais c'est sûr et certain. Arrêtez les mecs, alors vraiment. Et pour reprendre l'exemple de Géraldine, vous savez que la première chose qu'a dit Michel Barnier à ses ministres, vous ne mettez pas le gyrophare, vous vous déplacez en train, vous faites le moins de bruit possible, vous ne prenez pas d'avion. Donc, c'est le contraire de ce qui se passe avec François Bayrou. Le contraire. Certes, François Bayrou a reçu le RN en 3 jours quand Barnier le recevait en 3 mois, mais sur la sobriété que voulait imposer Michel Barnier à ses ministres, il se passe exactement le contraire avec François Bayrou qui ne s'impose pas de sobriété. C'est le moins qu'on puisse dire.
Voilà. Alors vous savez ce qu'il dit au gouvernement. Enfin, vous savez ce qu'il se dit. Il n'y en a pas de gouvernement. Dans les arcanes du pouvoir. Dans les arcanes du pouvoir. Des ministres démissionnaires. Vous savez ce qu'il se dit. Alors je le dis. Moi je suis pas responsable. Hein. Mais que ça passera pas l'année. Non. Ce qui se dit. Voilà. Vous savez comment il s'appelle François Bayrou. Oui. Hein. C'est franchement. Oui. Mais c'est pas moi. Hein. Mais je sais, c'est une de précaution. Ça va être lourd derrière. Il l'appelle le François Bernier de Wish. Voilà. C'est Michel Barnier de Wish. C'est-à-dire c'est Michel Barnier en dessous, c'est en dessous de Michel Barnier, c'est Michel Barnier Wish. Voilà. Dans la forme, c'est en dessous de Michel Barnier. Il n'y a pas de doute là-dessus. Dans la forme, c'est en dessous de Michel Barnier. Après, moi je ne connais pas. Oui, c'est un agrégé de lettres classiques. Il a quitté son lycée à 18 ans. Il était prof à 25 ans. Il est sympa ou pas? Il est sympa, François Bayrou. Oui, ça dépend des moments, des jours. Comme vous, Cyril. Non. Par exemple, on vous demande si Hanouna il est sympa, vous répondez quoi? Oui. Voilà. François Bayrou, il est sympa? Ça dépend des jours. Donc non, ça veut dire non. Non, mais il a une par exemple, Nicolas Sarkozy est très sympathique en privé. Oui. Ou par exemple François Hollande, quand tu crois, c'est un type adorable, drôle, sympathique. Est-ce que François Bayrou est drôle, sympathique? Emmanuel Macron, je vous le dis, Emmanuel Macron, tu passes un moment avec lui, ça te passe un bon moment. Pour répondre le plus sincèrement possible, François Bayrou est sympa à partir du moment où il a confiance. Si il n'a pas confiance, il peut être d'un abord un peu rugueux. Donc est-ce qu'il est sympa, François Bayrou? Quand il a confiance, oui. Non, parce qu'un homme politique essaie de vous séduire. Oui. En fait, même si vous n'êtes pas d'accord avec lui. Et moi, à chaque fois que j'ai pu croiser François Hollande, je suis jamais d'accord avec lui. Vous avez déjà croisé Emmanuel Macron? Jamais. Alors Emmanuel Macron, je ne le vois qu'à la télé. J'ai jamais croisé un séducteur pareil. Ah mais c'est ça. Emmanuel Macron, vous êtes obligé de l'aimer. Voilà, vous passez 1 heure avec lui, il passe 1 heure avec n'importe qui. Le mec sort, il te dit ah ouais. Quand il vous dit bonjour, déjà vous avez l'impression qu'il vous connaît depuis 10 ans. Exactement. Il est incroyable. Ah t'es là, quel bonheur. Je vais vous dire. Moi, je vais vous dire. Je sais plus qui avait. Attendez, ça va me revenir. Mais quelqu'un qui a passé, qui était pas du tout en plus macroniste, qui a passé 1 heure avec Emmanuel Macron la semaine dernière, qui m'a appelé derrière et qui m'a dit franchement, j'ai passé 1 heure avec Macron. Tu vois, il m'a dit je l'aime pas. Hein. Il m'a dit je l'aime pas. Cyril. Il m'a dit j'ai passé 1 heure avec lui. Ça m'énerve de dire que j'ai un autre exemple. J'ai une info pour une personnalité politique. Oui, 2 minutes. Dans le nom il faut lever la main ici. Hein. On n'est pas au conseil municipal de Pau ici. Cyril, une personnalité politique dont le nom a circulé pour intégrer un gouvernement récemment, qui me dit concrètement. Il me parle. J'ai l'impression que je suis le plus important au monde. C'est ça. Ah oui. C'est-à-dire que je Emmanuel Macron, parle d'Emmanuel Macron. Je sors de l'entretien et je suis véritablement dans une phase où il dit c'est super, on va faire ça. Il n'a jamais été rappelé. Donc ça peut passer d'un chaud à un froid terrible. C'est-à-dire qu'après ces moments de séduction, il ne traite pas les gens derrière. Il n'y a pas le petit geste après pour téléphoner, tu sais, on s'était parlé, mais ça ne va pas le faire pour telle raison. Il ne traite pas derrière. Donc ça fait une accumulation de personnes, Emmanuel Macron, qui passe en tout cas pour ce que je connais, et qui passe d'un moment où il y a de la séduction à un moment où, mais enfin, comment il fonctionne? J'ai plus aucune nouvelle. Est-ce que Bayrou séduit? Non, du coup non. C'est pas un séducteur. Non. Les mecs, on va se dire les choses. On a parlé de Nicolas Sarkozy, de François Hollande, d'Emmanuel Macron. Ils ont un point commun. Ils ont été tous les 3 présidents de la République. Oui. Donc, mine de rien, les mecs, c'est quand même ils sont au-dessus du lot. On va pas se raconter l'histoire. C'est pas le même métal. Oui, c'est pas le même métal. François Bayrou, et voilà. Je vais vous dire, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, un Laurent Wauquiez, c'est du métal de ces mecs-là. François Bayrou. A confirmé, Cyril. Non, mais je vous le dis. Non, mais les mecs, Sur Emmanuel Macron, on m'a raconté hier. Celui qui m'a raconté ce qui s'est passé en cellule de crise interministérielle, qui n'est pas du tout macroniste, m'a raconté qu'il était impressionné par la maîtrise des dossiers d'Emmanuel Macron et la manière dont il connaît absolument tout sur Mayotte. Et qu'il y avait un contraste justement entre Emmanuel Macron et François Bayrou sur la connaissance du dossier Mayotte. Un contraste cruel pour François Bayrou. Bah oui. Moi qui ai toujours été macroniste, je vous remercie. Non, mais je vous le dis. On l'avait vu après les Gilets jaunes sur le grand débat. Il maîtrisait Emmanuel Macron tous les sujets. Vous savez, je vous le dis. Et bien avant qu'il soit président de la République. Exactement. Moi, je l'ai fréquenté avant qu'il soit président. Quand vous avez fréquenté Emmanuel Macron? Oui. C'était pas Emmanuel Macron? Non, pas du tout. Je peux vous dire, j'ai passé une soirée à Bercy parce que c'était un grand fan de Michel Polnareff et de Johnny Hallyday. Et c'était en 2016, et je peux vous dire que j'ai passé 2 heures avec lui en salle. Je lui expliquais la vie de Polnareff à l'oreille, il me racontait, lui, son enfance aussi par rapport à Polnareff, et l'image qu'il avait de lui. Je peux vous dire qu'il était d'une très grande séduction, déjà sans être président de la République. Vous savez comment Brigitte et Emmanuel se sont rencontrés? Bah oui, bien sûr. Non, comment? Cours de théâtre. Cours de théâtre, oui. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout ça. Oui ou pas? Ils ne se sont pas rencontrés comme ça.
Ça n'a rien à voir. Alors dites-nous, il était dans la bah, classe de sa fille. Exactement. Voilà. Il était dans la classe de sa fille, sa grande fille. Grande fille. Ils ont le même âge. Exactement. Et je vais vous raconter dans un instant comment ils se sont rencontrés. Et déjà, Emmanuel Macron déjà était un phénomène. Phénomène. Absolument. On va en parler dans un instant. Ah ouais. Et tiens, j'ai une petite indiscrétion aussi sur Brigitte Macron. Je vous donnerai dans un instant, si ça vous intéresse. Ah, j'ai rencontré Brigitte Macron, en revanche. Ouais, très sympa. Ah, j'ai été complètement séduite. Exceptionnelle. Belle personne. Ouais, magnifique. Franchement, ouais. Tellement charismatique, professorale dans sa manière. C'est un amour. C'est un amour. Je connais pas une personne qui dit du mal de Brigitte Macron. Incroyable. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Même quand t'es pas d'accord avec elle, parce qu'elle, elle s'est jamais positionnée politiquement, Brigitte Macron. Mais même si c'était pas d'accord avec son mari ou truc, même des gens qui détestent Emmanuel Macron disent toujours Brigitte. Franchement, elle est incroyable. Je ne connais personne qui dit du mal de Brigitte Macron. Non, mais je vous jure. C'est vrai. Ouais. Donald Trump, il a un truc avec elle. Je vous dirai ça dans un instant, tout de suite, sur Europe 1. Merci d'être avec nous sur Europe 1, 01 80 20 39 21. On est avec Fabien Lecoeuvre. Fabien Lecoeuvre, dans un instant, il va nous donner ses infos. Et après, moi, je vous ai promis 2-3 petites anecdotes. Ah ouais, absolument. Donc, il y a aussi une bourde de François Bayrou qu'il faudra décrypter. Exactement. Voilà. Vraiment, vous êtes sur ses côtes. Gauthier Leroy, il est sur les côtes de François Bayrou. De fou. Depuis sa nomination. Ah, mais de fou. Olivier Pour tout vous dire, c'est pas moi qui ai trouvé la bourde de François Bayrou. Oui, mais bon, voilà. Oui, vous. Ça va, ça va bien? Ça va, je sais pas pour combien de temps ça va aller. Ah, très bien, merci. Non, mais Bayrou, pour combien de temps encore? Calmez-vous, merci. Ça va. J'ai hâte que ça s'arrête. Non, mais lui, on lui dit ça va, il parle de François Bayrou, lui, c'est un truc de fou. Contrôlable. Merci Géraldine Maillet d'être avec nous, merci beaucoup. Vous voulez que je vous raconte? Alors, j'avais une petite indiscrétion à vous donner. Comment ils s'étaient rencontrés? Et aussi, j'avais une petite indiscrétion sur Brigitte Macron. Et Trump. Exactement, Trump et Brigitte Macron. Vous savez déjà sur Trump, vous savez que Trump, c'est insupportable. Parce que Trump, en fait, à chaque fois qu'il voit Brigitte Macron, et alors, ils s'entendent bien, hein, le couple Macron avec le couple Trump, il lui dit à chaque fois, oh, qu'est-ce que vous êtes belle pour votre âge. Ouais. Et c'est insupportable. Et c'est vrai, hein, c'est pas une vanne, hein, c'est vrai. Et il croit que c'est un énorme compliment qu'il lui fait. Donc ça avait été filmé une fois. Oui, non, mais c'est vrai, il lui dit ça à chaque fois, en fait. Et il est persuadé que c'est un énorme compliment qu'il lui fait. Mais... Après, d'après mes informations, Brigitte Macron parle souvent à Melania Trump. Oui, bien sûr, Ils ont gardé de très très bonnes relations. Mais c'est vrai que c'est ça. Et c'est vrai que pendant la cérémonie de Notre-Dame, il pleuvait. Et c'est vrai que Donald Trump, c'est vrai qu'avait il s'était bien occupé de Brigitte Macron. Il avait dit vous êtes mouillé, vous avez pris la pluie, etc. non, vraiment, il la kiffe. Mais je vous dis, à chaque fois, il lui dit ça. Non, c'est pas une vanne. Vraiment, il essayait d'enlever un peu la pluie qu'elle avait sur son manteau, sur sa robe, etc. Il est vraiment, il aime bien. Il est comme ça. Non, il aime bien, mais c'est vrai qu'à chaque fois, voilà. Après, les femmes de présidents comme Melania, tout ça, elles sont aussi elles sont évidemment sublimes. Melania Trump, je pense que voilà, elle est très belle. Elle est moins belle que Carla Sarkozy, mais elle est quand même très 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 belle. Mais c'est vrai qu'elles sont toutes refaites avec beaucoup de chirurgie esthétique et tout ça. Donc en fait, on leur donne même pas d'âge. Ce sont des créatures, mais on leur donne pas d'âge. Alors que Madame Macron, en fait, elle est beaucoup plus naturelle. Donc forcément, il y a un décalage aussi qui se crée. Mais elle sait y faire, Brigitte Macron. Je pense que même Trump, elle arrive à le domestiquer. Mais c'est sûr. Parce qu'elle est tellement intelligente, elle regarde dans les yeux et tout. Elle s'intéresse à vous. Oui, parce que il avait eu des mots terribles sur Emmanuel Macron. Oui, je sais, mais il aime bien Brigitte Macron. Ouais. Et aussi, je vous le dis. Et là, ça va mieux. Il a changé. Ça va mieux avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a fait un très beau coup en le recevant à l'Élysée pour. Et vous savez que Brigitte Macron était dans la classe de la fille. Brigitte Macron, la grande fille. La grande fille. Exactement. Et elle lui a dit, il y a un gars dans la classe, c'est un génie. Il connaît tout sur tout. C'est un truc de fou, c'est une encyclopédie, tu lui demandes n'importe quoi. Un peu comme vous, finalement. Et un peu comme moi, non, il est au-dessus. Et voilà, il lui dit, il faut que tu le rencontres. En plus, c'est un fou, c'est un original, tu vas voir, voilà, il déconne tout le temps, etc. Et c'est sa fille, donc, qui lui a présenté Emmanuel Macron. C'est une histoire magnifique. Et c'est vrai qu'elle voit ce mec qui connaît tout sur tout, et qui, en plus, très sympathique, très marrant, toujours à rigoler, etc. Et ensuite, voilà. Et c'est dans le deuxième temps le théâtre, alors, les cours de théâtre. Exactement. Dans un deuxième temps, exactement. Et voilà. Et c'est vrai que Emmanuel Macron, tout le monde croyait qu'il allait être artiste. Voilà, à la base. C'est vrai que il se voyait pas du tout président de la République. Et je vais vous dire, même quand il y va et quand il décide d'y aller et se dire, allez, je vais être président de la République, on y va. Dans son entourage, et même Brigitte n'y croit pas du tout. Il se retrouve à l'Élysée quand il gagne le premier tour.
qui vont à la rotonde. Eux, ils vont à la rotonde comme si, voilà, ils allaient à la rotonde comme d'habitude, quoi. Avec un peu plus d'invités que d'habitude. C'est ça. Fêter un anniversaire, un truc. Et ils se rendent pas compte que, et là, ils se rendent compte ce soir-là qu'ils vont gagner parce que, voilà, il y avait peu de chances que Marine Le Pen passe et ils s'y attendent pas du tout. Hein. Et après, ils sont pris dans le truc, mais c'est vrai qu'ils s'y attendaient pas du tout. Ils s'y attendaient pas du tout dans son entourage. Ils s'attendaient pas du tout à ce qu'il gagne. Quand il leur a dit, je veux être président de la République, tout le monde l'a regardé. Donc lui était le seul à s'y attendre finalement. Exactement. Et pour sa réélection, Brigitte Macron aurait dit au président, je te demande, tu vas de nouveau être candidat, je te demande de ne pas me demander ce que j'en pense. Je trouve que c'est formidable comme phrase. Je te demande de ne pas me demander ce que j'en pense. Et il ne lui a pas demandé. Exactement. Parce qu'il y a une solidarité entre les premières dames, et tant mieux. Mais vivre ce rythme politique à ses côtés, la dureté de la vie politique, c'est abominable. Et je vais vous dire, même vivre sous l'équateur des tropiques, c'est insupportable. Entre Cuba et Mali. C'est vrai, je vous le dis. Et Brigitte Macron, alors vous savez que, par exemple, dans le procès Mazon, Gisèle Pélicot a demandé à voir Brigitte Macron. Et c'est ce qui arrive souvent. Ça, c'est une info que je vous donne. Un scoop, même. Exactement. Elle a demandé à voir Brigitte Macron. Brigitte Macron ne la verra pas tout de suite, va la voir. Et il y a énormément de personnes, voilà, qui, lors de leur procès, demandent à voir Brigitte Macron. Et elle le fait très souvent. Elle a déjà rencontré énormément de gens. Et là, elle va le faire également. Elle va rencontrer Gisèle Pélicot qui a demandé, voilà, elle voulait s'entretenir avec Brigitte Macron pour lui raconter une histoire. Voilà. Et c'est ce qu'elle va faire. Elle va la rencontrer, mais c'est une demande de Gisèle Pélicot, apparemment. Voilà. Vous avez des infos. C'est fort avec Brigitte Macron parce qu'en fait, elle a un spectre très très large. Ça va de Émilie de Paris à Madame Pélicot. Oui. Voilà. Oui, j'ai des infos. Elle est icône de mode aussi pour les grands couturiers français. Allez, là, alors, vous avez des infos parce que j'ai l'impression que oui, alors, avec plaisir. Déjà, un triomphe vendredi soir de Léon Esby. Vous savez, Léon Esby, c'est le fils de 19 ans de Patrick Bruel, qui se produisait au théâtre Raymond Cabaz de Beverly Hills. En Californie, un moment qui a causé beaucoup de stress à ses parents, Patrick Bruel et Amanda Ster, évidemment, parce que lui, la veille, était en concert à Toulouse, le 12. Donc il a pris un Falcon, pas de la République, après son concert, il est allé en Californie directement pour assister le lendemain soir, évidemment, au concert de son fils, qui a triomphé dans ce théâtre à Beverly Hills. C'est plutôt encourageant en tout cas, et Patrick était très très stressé justement du succès et du triomphe de son fils. Léon, voilà. Donc ça arrive chez les artistes aussi quand on se passe le relais comme ça de père en fils. Je peux vous parler de Calogero. Oui, allez-y. Et oui, puisque Calogero a été cambriolé. Parce que là, je suis avec des feuilles. Oui, c'est une bonne question d'ailleurs. Parce que c'est un confort pour moi. C'est un très grand confort. Vous n'y voyez rien à la télé finalement? Si, bien sûr. Vous y voyez? Si, j'y vois, bien sûr. Non, j'ai été opéré, mais il faut que je me fasse régler les yeux. Ah ouais, d'accord. Ouais, un peu. Parce que, voilà, des fois, c'est un confort pour moi de plus. D'accord. Non, bien sûr. Vous ne saviez pas? Non, non. Vous avez pensé à faire 7 à 8 pour faire ce témoignage? C'est ma faute, c'est ma question. Important. Et justement, alors je vous pose la question, Cyril, est-ce que vous avez un truc contre les insomnies? Vous avez des insomnies la nuit? Non, pas du tout. Un peu comme le président de la République d'ailleurs, qui a beaucoup d'insomnie. Alors, il n'a pas d'insomnie, président de la République. Président de la République, il a un truc, c'est qu'il peut dormir 10 minutes. Il est un peu comme moi. Il peut s'endormir 10 minutes n'importe où. Oui. Il peut arriver. Jacques Chirac faisait ça aussi. Des micro-siestes pour récupérer. Voilà, c'est comme Jacques Chirac. On met une chaise dans un coin, Chirac s'endormait 10 minutes, il revenait, il était en pleine forme. Exactement, voilà ça. Moi aussi, ça c'est un truc. Moi aussi, je suis comme ça, mais j'ai pas d'insomnie. Alors en tout cas, contre les insomnies, Lady Gaga, elle a un truc incroyable. Pour elle, il y a une seule chose de valable contre les insomnies, c'est l'orgasme. Parmi nous, ça peut toujours servir. Gauthier Lebray, on fait un petit point. Oui. Alors, il y a eu François Bayrou. Il y a plein de choses qui se passent encore à l'Assemblée. Alors, allez-y, on fait un petit point, après on va prendre des auditeurs. 01 80 20 39 21. Allez, c'est parti. Il y a un ténor du groupe PS à l'issue de la séance donc des questions au Premier ministre qui a confié à l'opinion: ma conviction, c'est que ça finira comme Liz Truss. Liz Truss, c'est cette première ministre anglaise qui n'a tenu qu'un mois. Il n'aura même pas le temps d'être censuré, François Bayrou. Ses proches le pousseront à la démission pour éviter la Hagra. Il faut dire aussi qu'il y a eu... Hagra. Ouais. La quoi? Ça veut dire que là, voilà, c'est qu'ils vont le persécuter, quoi. C'est la pour la honte, la Hagra, la exactement. Voilà, on va dire la honte dans ce truc-là, oui. Définition de la Hagra: humiliation, action méchante et gratuite. Mes parents m'ont eu en mode mariage forcé. Voilà pourquoi je suis en mode Agra, sans Viagra ni créatine. Je suis en mode créatif. J'aurais peut-être pas dû lire cet exemple. C'est Rof. C'est un extrait de Rof. Ça va. Voilà. Donc, pour expliquer cet extrait, j'ai rien compris. en gros, son camp le pousserait lui-même à la sortie. Voilà, c'est ce que dit ce député PS à l'opinion. Qu'est-ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale? On questionne François Bayrou sur son absence à Mayotte et il répond: il n'est pas d'usage que le Premier ministre et le Président de la République quittent en même temps le territoire national.
Problème, Mayotte, c'est le territoire national, c'est le territoire français. Et pour quelqu'un qui s'inscrit dans les territoires et qui explique qu'il était à Pau pour justement connecter les territoires à Paris, évidemment, ça fait mauvais genre. Désordre. Donc ça fait désordre. Et surtout, on en revient au mépris pour les territoires ultramarins. C'est comme ça que ça va être perçu. Encore une fois, si c'était sur le territoire hexagonal et qu'il y avait une catastrophe climatique, tout le monde débarque. En 2 heures, je prends l'exemple de 2 heures parce qu'évidemment, quand vous partez pour Mayotte, ça prend plus de 2 heures. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en 48 heures, tout le monde devrait être à Mayotte. C'est vraiment une faute de quart pour François Bayrou, oui, parce que confondre Mayotte avec le territoire, dire que Mayotte, en gros, n'est pas dans le territoire national, c'est quand même un problème quand on vient d'être Premier ministre. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Et franchement, quel départ, quoi. Quel départ en 4 jours, c'est compliqué. Il est sur les côtes de François Bayrou, lui. Il les enchaîne, quoi. Sur ses côtes. 01 80 20 39 21, vous nous appelez sur Europe 1, on va prendre tout de suite Geneviève. Geneviève, bonjour Geneviève. Geneviève d'Île-de-France, merci d'être avec nous Geneviève. Oui, bonjour Cyril. Ça me fait plaisir de vous avoir Geneviève. Moi aussi, je vais dire, tu ne peux pas savoir. Je suis souvent sur Boulogne et je n'ai jamais réussi à te rencontrer. Alors que j'ai été très longtemps chez le kiné, rue des Abondances. Mais je connais très bien. Mais oui. Et donc j'étais garée à côté du parking, de l'entrée du parking de C8 et je n'ai jamais réussi à te rencontrer. Geneviève, on va organiser une rencontre. À la rentrée janvier, on organise une rencontre. Je veux bien, mais je ne peux pas assister à l'émission pour des raisons de santé. Je peux me déplacer, mais ça me ferait vraiment plaisir de te rencontrer. On se fait un petit bisou, on se discute un peu, et puis après je vous redépose. Voilà, je vous redépose. Je vous redéposerai en jet comme François. Et j'ai un grand regret, c'est de n'avoir jamais pu rencontrer votre papa. Ça me fait plaisir. Mes racines sont au Lilas et il a eu ma grand-mère, comme dans ses premières patientes, il a eu ma grand-mère à ce moment-là. C'est quoi le nom de famille de votre grand-mère? Je peux le dire ou pas? Vous me le direz en antenne. Quand on se verra. Oui, tout à fait. Je pense que le nom, votre maman en a sûrement entendu parler, je pense. Mais oui, on en reparlera, ça me ferait vraiment plaisir. Très bien. Alors, Geneviève, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Alors, moi, je pense que M. Bayrou est allé à Pau. Il aurait certainement pas dû le faire. Effectivement, je suis de l'avis de Géraldine, entre autres. Avec la visio, il aurait très bien pu faire avec la visioconférence. Mais bon, maintenant, il l'a fait. On peut pas revenir en arrière. Je pense qu'il a voulu montrer aux habitants de Pau et de la région qu'il restait près du peuple. Mais c'était malvenu à l'heure actuelle, je vais dire. Par contre, pour aller à Mayotte, alors là, moi, je suis absolument contre qu'il aille à Mayotte en ce moment. Le président de la République a annoncé qu'il allait aller à Mayotte. C'est pas le moment. Il ferait mieux de ne laisser moi, je pense surtout aux forces de l'ordre parce que j'ai été mariée pendant de nombreuses années avec quelqu'un des forces de l'ordre qui faisait donc des déplacements comme ça. Ils sont trop submergés, ils ne touchent pas terre. Les forces de l'ordre, quelles qu'elles soient, ils ont trop à faire. Ils savent plus où donner de la tête. Et il faut pas oublier une chose, c'est qu'ils ont laissé les familles, ils ont laissé les femmes et les enfants là en France. Et qu'est-ce que je veux dire, au moment des fêtes, ils avaient peut-être des projets, et tout est tombé à l'eau. Et il faut penser qu'ils ont d'autres choses à faire beaucoup plus importantes que d'assurer le service d'ordre et la sécurité du Premier ministre. Ah mais oui. Ils sont toujours sollicités. Moi, quand j'étais à ces moments-là, il y avait un slogan qui disait on est taillable et corvéable à merci. Et ce sont des êtres humains, ce ne sont pas des machines. Donc, ils ont probablement peu de temps pour pouvoir déjà dormir. En plus, les conditions, ils doivent dormir probablement peut-être à la Belle Étoile, c'est probable, sur des lits picots, comme on disait avant, je ne sais pas si c'est toujours le terme, mais qu'est-ce que je veux dire? Non, c'est pas le moment qu'on aille, ils ont trop à faire. Il y a le monsieur Retailleau qui est là-bas, c'est très bien. Et après, qu'est-ce qu'ils iront faire de plus là-bas? Ils iront constater, mais ils constatent déjà. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Monsieur Retailleau fait remonter. Qu'est-ce que vous pensez de Monsieur Retailleau? Monsieur Retailleau, oui, bon, moi je connais Monsieur Retailleau, d'entendre parler en Vendée,
il y a eu des choses qui n'ont pas toujours été bien faites. Entre autres, j'avais porté chez C8 à ce moment-là un dossier sur le port d'une commune en Vendée de Bretignolles-sur-Mer. Il était pour, et en réalité, qu'est-ce que je veux dire, ça aurait été une catastrophe. Bon, c'est toujours pas terminé cette histoire de port. On veut faire sauter la roche de la mer pour faire rentrer la mer dans les terres pour faire un port. Avec tout ce qui se passe, franchement, là, pour moi, c'est un couac. Il aurait pas dû soutenir ce projet-là. Bon, je ne sais pas ce qui va en advenir, c'est au tribunal. Bon, il y a des recours, tout ça. Mais qu'est-ce que je veux dire? Après, il fait des belles choses. Faut reconnaître. Là, il a l'air effectivement d'être, je vais dire, à poigne. Et c'est ce qu'il faut pour essayer de remettre un petit peu d'ordre, parce que on a encore entendu ce matin un jeune là dans le 13e arrondissement qui s'est fait poignarder. Moi, c'est vrai, on n'est plus en sécurité nulle part, et c'est pas normal quelque part. Je suis assez d'accord. Merci Geneviève. Geneviève, vous habitez en Île-de-France, hein, c'est ça, hein? Oui, je suis à côté de Boulogne, là, tout exactement, proche. Juste à côté. Je vais à Boulogne 3 à 4 fois par semaine parce que je fais pas mal de rééducation, mais je peux me déplacer. Et ça me ferait vraiment plaisir qu'on puisse discuter un petit peu. Entre autres, comme aujourd'hui, on m'a refusé dans un magasin ma carte de priorité de personnes qui a un handicap. Et j'ai un handicap qui se voit pas, mais j'ai quand même une canne anglaise pour me déplacer. On me l'a refusé encore aujourd'hui. Et il y a beaucoup de choses comme ça dans les transports. On vous laisse pas vous asseoir. Enfin bon, c'est vrai qu'il y aurait beaucoup de choses dans différents domaines. J'aurais beaucoup de choses. Et puis je pourrais vous donner aussi certains liens que vous ne connaissez peut-être pas pour avoir certaines informations. Très bien, avec plaisir Geneviève. Voilà. Je vous fais de gros bisous Geneviève. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. À bientôt. Et on se voit bientôt. On se voit bientôt Geneviève. Merci pour le cadeau. Merci et bonne fête à vous tous. Je vous fais de gros bisous Geneviève. Merci beaucoup. Il y a Jean-Marc avec nous de Dijon. Bonjour Jean-Marc. Hello Cyril, merci de me Salut prendre Jean-Marc, comment il va Jean-Marc? Merci d'être là. Il va qu'il est malade, mais il est content de vous entendre. Qu'est-ce qu'il a Jean-Marc? Il a une petite bronchite. Non, mais il faut ça circule en ce moment. Faut que tu passes me voir au cabinet, mon Jean-Marc. Eh ben, justement, parce que moi, je venais souvent voir les pieds dans le plat, mais depuis, on n'a plus le droit de venir vous voir à l'antenne. C'est dommage, parce que j'aurais rêvé. Mais alors, moi, je pense qu'un jour, il va falloir qu'on fasse l'émission en public. Je vais en parler à Donna Vinal-Revel. Ça serait chouette. Ça serait pas mal. Avec un groupe, tu vois pas, ça serait pas mal. Ouais, franchement, Jean-Marc m'avait donné une idée. Bravo. C'est un plus, hein. Ah ouais, c'est un plus. Bien sûr que c'est un plus. C'est trop cool. Merci. Les infos, elles sont pas aussi bonnes que celles de Fabien, mais par contre, par rapport à Gauthier, je peux lui apporter quelques précisions sur Dijon et sur la Côte d'Or, parce que j'ai entendu que tu avais cité Marie-Guide Dufay comme potentiel ministre. Oui. Alors, elle a 75 ans. Nous, Conseil général, plus personne n'en veut, même son propre camp. Ça, à mon avis. Ça démarre bien. Justement, c'est une bonne raison. Ça démarre bien. Je pense que c'est un bon classement pendant quelques mois. Et puis surtout, franchement, là, c'est respect total, Gauthier, c'est sur François Rebsamen, nous, qui est maire de Dijon depuis je sais pas combien de siècles, qui a passé la main il y a 15 jours à sa première adjointe, qui s'est fait en même temps voter 25 000 € d'augmentation de salaire à la métropole, parce que je trouvais que forcément il avait perdu un peu d'argent à la mairie. Et là, lui, il est jamais sorti de Dijon. Et lui, en fait, on dit qu'il va être en charge des territoires et des régions, en fait. Donc lui, il a squeezé et chanté le conseil départemental, la région depuis 20 ans. Et ce gars-là, qui est pur citadin, qui est jamais sorti de Dijonville, donc il va aller s'occuper des territoires français. Donc voilà, moi je dis là... Là, vous dites on marche sur la tête. On a un Premier ministre qui s'appelle Mayotte en France. Je dis, en fait, t'as un mec qui a 73 ans, qui nomme que des gens qui ont 73 ans, 75 ans. Non, mais c'est sûr. Il peut peut-être faire comme toi, il peut peut-être prendre des jeunes dans son équipe et ça peut être un peu différent, non? Bah oui, c'est vrai. Non, mais bon, je sais pas. Jean-Marc, moi je vous dis la vérité, je suis tellement déprimé par ce qui se passe en France. Quand je vous dis, là, les États-Unis, ils vont mettre là, je peux vous dire que ça va avancer très très vite, les États-Unis. Là, les mecs, quand on voit Donald Trump et Elon Musk et qu'on voit que nous, on voit François Bayrou, mais comme je disais hier, c'est le bonheur est dans le pré face à Avatar. Les mecs, on est ah non, mais franchement, on est les mecs, on est à la ramasse totale. Hein. Mais je vous le dis, on est à la ramasse surtout totale. Si François Bayrou ne tient pas encore. Donc non, mais je vous dis, le vieux continent n'a jamais aussi bien porté son nom. Mais je vous dis, l'Europe, on est à la ramasse. En Allemagne, totale. c'est catastrophique aussi. On est à la ramasse. Il y a que l'Italie qui commence à relever la tête. Avec l'Italie et voilà. Mais sinon, le reste c'est extrêmement compliqué. Avec Mélanie. Ouais, je vous le dis. Non, mais c'est vrai. En ce moment, les mecs, faut dire la vérité. À un moment, faut dire les choses. Aujourd'hui, le seul pays d'Europe qui est en train de se redresser,
et qui est en train de. C'est l'Italie. Hein. C'est faux. Et mec, regardez comment. Olivier. Regardez même comment. Vous avez vu la relation Elon Musk Oui, très fort. Bah oui, ils s'adorent. Et je peux vous dire que je pense que l'Italie va avoir de très très bons rapports avec les États-Unis. Et je pense que justement, commercialement, ça peut être intéressant pour eux. Et tout ça. Ah, mais moi je vous le dis que en Europe, mais Musk et Trump, parce que Musk et Trump, c'est un duo. Hein, croyez-moi, il va acheter une maison juste à côté de la maison de Trump. Là, Elon Musk, une maison à 100 millions de dollars, juste à côté de celle de Trump. Et je vous le dis, Olivier d'Artigol, je vous aime beaucoup, mais franchement, vous êtes, je vous dis franchement. Oui, Cyril. Je vous adore. Mais je sens que c'est grave ce que vous allez m'annoncer. Je vous adore, Olivier. Mais le pronostic vital est engagé. Mais pour moi, mon Olivier, restez comme vous êtes. Mais vous êtes tellement à des années-lumière de ce qui va se passer aux États-Unis. Je peux vous poser une question, Cyril ? Non, mais juste, je vais vous dire ce qui va se passer en Europe. Moi, et on va reprendre Jean-Marc dans un instant sur Europe 1 et d'autres auditeurs qui nous appellent 01 80 20 39 21. Je vais vous dire moi ce qui va se passer en Europe, c'est que les États-Unis vont énormément aider l'Italie. En Europe, le pays qu'ils vont choisir, ça va être l'Italie. Croyez-moi, ça va être ça, mon Olivier. Je vous le dis, Olivier. Vous allez voir, ce ne sera pas l'Allemagne, ce ne sera pas la France, ça ne sera pas l'Espagne, et ça va être l'Italie. Et on le voit, l'Italie, ils ont choisi leur pays. Ils ont choisi le pays d'Europe avec qui ils vont travailler. Pays d'Europe avec qui ils vont travailler et avec qui ils vont faire du commerce et avec qui ils vont faire du business, c'est l'Italie. Et il est possible qu'ils nous augmentent, nous, nos droits de douane et qu'ils ne le fassent pas pour l'Italie. Mais ils ne le feront pas. Vous verrez, Olivier D'Artigol. Vous verrez qu'ils ne le feront pas. Je vous le dis, vous verrez. Vous verrez que l'Italie, ça va très bien se passer avec les États-Unis. Elle a envoyé des signaux. Vous allez voir. On va en parler dans un instant. Jean-Marc reste avec nous sur Europe 1. Il est 17h25. On se retrouve dans quelques minutes. Europe 1. 16h-18h, on marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Et c'est vrai qu'on est bien. Alors, il y a Géraldine Maillet qui est là avec nous toute la semaine. C'est un bonheur. Franchement, je suis assez content de la voir. Ouais, c'est vrai. Bon, après, d'Artigol, vous vous calmez. Vous n'avez pas. Ouais. Vous étiez déjà sur Benahim. Il est déçu, il n'est pas content. Non, mais il ne va pas se mettre sur toutes les personnes qui nous rejoignent et qui rejoignent l'équipe. Merci d'Artigol. Concentrez-vous sur François Bayrou. Le Gauthier Lebray est avec nous. Avec grand plaisir. Gauthier Lebray, il n'arrête pas. Il y a également mon ami Fabien Lecoeuvre, qui est plus beau que jamais. Ah bon ? Vous savez que je commence à vous trouver beau gosse. C'est vrai ? Ouais, c'est pour ça que je vais certainement prendre rendez-vous chez Ophtalmo la prochaine. Faut prendre des vacances, du coup. Ou bien je vais prendre des vacances très prochainement. Merci. Et merci Géraldine Maillet d'être avec nous. Un bonbon. Je suis un bonbon, vraiment un bonbon. 17h34, on est sur Europe 1. Continuez à nous appeler 01 80 20 39 21. Là, je vous le dis, dernière demi-heure, je vais prendre que des auditeurs. Donc, vous pouvez d'ores et déjà rentrer chez vous les autres. Merci. Il y a Jean-Marc de Dijon qui est avec nous il y a un instant. Et je parlais d'Italie un instant. Il y a beaucoup de gens qui réagissent d'ailleurs là-dessus. Et j'ai dit, vous allez voir, là, on va être à des années-lumière des États-Unis. Et j'ai peur que le seul pays qui prenne le bon wagon, je vous le dis, avec les États-Unis, ça va être l'Italie, le pays d'Europe. Je vois pas. La Hongrie aussi. La Hongrie, exactement. Ouais. Oula, tu cites la Hongrie ? Oui, il cite la Hongrie. De Viktor Orban ? C'est parce que c'est factuel. Moi, je connaissais Viktor Orban. On peut aussi faire des réactions qui sont factuelles. Ah oui, mais parce que la relation Trump et le Hongrois est très forte. Donc c'est factuel. On n'est pas obligé chaque fois de faire des interventions orientées qui peuvent donner le sentiment que c'est un soutien. Oui, c'est bien que tu fasses une pause, que tu fasses une pause dans tes interventions orientées. Vous n'avez pas passé Noël ensemble, les deux. Ah non. Dieu m'en garde. Jean-Marc est avec nous de Dijon qui voulait réagir. Alors Jean-Marc nous a donné des infos il y a un instant, et c'est vrai qu'il nous disait là il va y avoir une moyenne d'âge au gouvernement, les gars, 205 ans. Là à mon avis, non mais la moyenne d'âge c'est 242 ans. Sans déconner, c'est un truc de fou. Au-delà de l'âge, je disais qu'ils étaient incompétents. Ah oui, mais c'est sûr. Non mais là les mecs là, sans déconner, c'est un truc de fou. À mon avis, là t'envoies Daniel Moreau et Isabelle Morini-Bosque, c'est Big Flo et Oli. C'est des adolescents pubères. Vous vous rendez compte qu'il y a 3 mois, c'était Gabriel Attal, le Premier ministre, 34 ans, qui avait une campagne avec Jordan Bardella, 28 ans, et qu'on disait nouvelle génération, air frais, en Macronie au RN. On est loin de tout ça. On se cherche. Ça sent les pads. Allez, il y a Jean-Marc qui a une question pour nous. Jean-Marc de Dijon. Cyril, c'est une question pour Olivier d'Artigol que j'adore. Non, je préfère quand même. Alors attendez, Jean-Marc, quand on démarre une intervention, disons, c'est une question pour Olivier d'Artigol que j'adore, on sait que ça va secouer derrière, normalement. Donc, normalement, j'en prends une. Allez-y. C'est pas faux. Je préfère Gauthier. Mais Olivier, expliquez-moi juste une chose. Ces gens-là, ils ont 73 ans, 75 ans, ça fait 45 ans qu'on se les farcit. Et donc, ces gens-là, ils cumulent des retraites de ministres, de députés, tout ce qu'on veut. Ils ont les privilèges, les avantages. Ils ont eu les ordres de la République depuis 40 ans. Et ces gens-là, ils milent par la retraite à 60 ou 62 ans. Mais eux, 73, s'ils peuvent renquiller pour un ministère, ils le font.
Il faut m'expliquer à quel moment ces gens-là s'arrêtent. La drogue, l'adrénaline du pouvoir. Trump a 77 ans, si je ne me trompe pas. Il vient d'être réélu. Tu veux que je te dise, c'est fou parce que Trump, je te jure que c'est dingue. Il les fait pas. Il aurait pas glow-up, Trump. Il a glow-up. Je suis d'accord. J'ai trouvé qu'il avait fait un petit régime. Ah non, mais il est beaucoup mieux qu'avant. Il s'est désempâté du cou. C'est incroyable. Il est moins orange au niveau du teint. Un petit point fond de teint, juste. Et la coupe de cheveux est moins caricaturale. Je sais pas, il fait dynamique. Je suis désolé. C'est vrai, on oublie l'âge de Trump. C'est vrai. Donc sur l'âge, et après, vous avez raison. Il y a l'adrénaline ce sont des animaux politiques qui ne vivent que pour ça. Ouais. Bon, voilà. Mais ils ne sont pas élus. Olivier, ils ne sont pas élus. C'est ça, il a raison, Jean-Marc. Ils se nomment entre eux. Ah oui. Oui. Ils se nomment entre eux. Il a raison. Non, mais ils ne sont pas élus. Donc il y a un moment, mais pourquoi on ne les sort pas du jeu, ces gens-là? Pourquoi on les renomme? Pourquoi ils se renomment entre eux? Pourquoi ils ne peuvent pas nommer des gens là, c'est une prérogative du président de la République. Ah, mais là, c'est le Premier ministre. Hein. Et là, si vous prenez les nominations du président de la République depuis 2017, plus ça avance et plus en effet ça on vieillit. Mais il y a aussi dans la nouvelle génération, aujourd'hui dans la nouvelle génération, on a vu l'épisode Attal. Il y a le cornu, on n'a pas besoin d'aller chercher un Retailleau, il est pas tout jeune, mais on l'a pas vu et revu, tu vois pas. Cyril, vous dites souvent dans l'émission Touche pas à mon poste et ici même que, en fait, il y a deux choses, c'est un, le pouvoir d'achat, deux, la sécurité et l'immigration. Ce sont les deux pôles. Pourquoi nous, en France, on prendrait pas un Elon Musk à la française? On n'a pas un grand patron? Comment ça n'existe pas? On a des grands patrons qui rayonnent à travers le monde, qui sont incroyables, qui ont rapport à l'efficacité, à la simplification et tout ça. T'as Vincent Bolloré, t'as Bernard Arnault. Tu as raison, Géraldine, mais ils vont pas aller s'enquiller un moment politique là où ils en sont. Ils ont un rendez-vous avec l'histoire. Alors, ne crois pas, ces personnes-là aiment la France. Ils ont fait ça pour Notre-Dame, ils ont remis de l'argent à Notre-Dame, ils aiment la France, c'est l'histoire. Ces grands hommes d'entreprise aiment la France. Je vous le dis. Et je pense qu'au contraire, on leur demande jamais. Et je pense que c'est une erreur. C'est une erreur parce que c'est des mecs, là je peux vous dire, qu'on a besoin de mecs successful. On a besoin de mecs qui peuvent dire, oui, nous, on a fait des succès. Ils créent des emplois, ils créent de la richesse, ils savent tout ce qui ne va pas, on fonctionne pas. Je vais vous dire, vous savez, les études, à quoi ça sert? Les études, à quoi ça sert? C'est un passeport. Non, mais c'est même pas un passeport. Les études, il n'y a pas de cas pratique dans les études. On te fait faire des études et des écoles pour te mettre pour habituer ton cerveau à des situations. Une façon de penser. C'est une façon de penser. Eh bien, ces mecs-là, je suis désolé, ils voient tout de suite ce qui va pas. Ils vont savoir pourquoi ça va pas et comment on va pouvoir faire que ça va derrière. Et je vais vous dire, et aujourd'hui, je suis désolé, il l'a dit Jean-Marc, il a très bien résumé, c'est des mecs qui font des carrières en politique. Je vais vous dire, moi, ce qui s'est passé avec Emmanuel Macron. Pourquoi Emmanuel Macron, il sort de nulle part et il est devenu président de la République? Parce que François Hollande, il a fait l'erreur que tous les hommes politiques peuvent lui reprocher derrière. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait rentrer le loup dans la bergerie. Il a pris un mec du privé qui était un peu, qui était quand même un mec qui avait un cerveau, et il l'a fait rentrer au gouvernement. À partir de ce moment-là, quand il a fait cette erreur, parce que vous savez qu'Emmanuel Macron, à un moment, il sort du gouvernement. Oui. Et après, il sort de l'Élysée. Exactement, il sort de l'Élysée. Et qu'est-ce qui se passe? Secrétaire général. Et t'as, comment il s'appelle? T'as l'autre là, le mec là, qui sort. Montebourg qui sort. Et t'as Emmanuel Macron qui dit, à ce moment-là, je suis sûr qu'Hollande va me rappeler. Et Hollande rappelle. Quand Hollande rappelle Macron, c'est là qu'il signe son arrêt de mort. Et l'arrêt de mort pour 10 ans de tous les mecs qui ont fait carrière en politique et qui sont que des carriéristes en politique. Pourquoi? Emmanuel Macron, il est arrivé, il a vu les gugus qu'il y avait, je peux vous dire, et il s'est dit, il n'y a que des gugus, eux, je vais les bouffer en 2 minutes. Je vais me régaler. Bien sûr, il s'est dit, je vais les bouffer en 2 minutes. Donc tout le monde lui disait, ouais, t'as pas de parti, t'as pas d'argent, t'y arriveras pas. Il a monté un parti, il a trouvé de l'argent, et il a été nommé, et il a été élu 2 fois. C'est tout simple. C'est que le mec, il a vu déjà, intellectuellement, il était au-dessus des autres, je te le dis. Il est arrivé, il a dit, il n'y a que des gugus en politique. Mais les mecs, moi je vais être président de la République demain. Il a dit, mais je suis plus fort que le président de la République, je me sens au-dessus d'Hollande. Pourquoi Hollande y est arrivé, pas moi? Et Olivier, je suis pas d'accord avec toi, parce qu'il y aurait un grand pôle, tu vois, par exemple, sécurité, immigration, alors Retailleau, voilà, très bien. Et tout l'aspect économie, pouvoir d'achat, PME, TPE, tout ça, les grandes multinationales, tout ça, pourquoi pas un Xavier Niel, pourquoi pas un Pinault, j'en sais rien. Je suis d'accord avec ça. Faisons ça pendant 1 an, tentons le truc, puisque de toute façon, rien ne fonctionne. Le reste ne fonctionne pas, c'est un échec.
Mais aujourd'hui, je ne vois pas un grand patron français, je ne dis pas qu'ils ne sont pas intéressés. C'est pas des carriéristes, ils ont déjà l'argent. Je suis totalement d'accord avec ça. Mais vu le bordel politique, l'instabilité, les problèmes à résoudre à tous les étages... Moi, je suis pas d'accord, il y en a plein qui... Moi, je vous dis qu'un Xavier Niel ou un Vincent Bolloré pourrait aider le pays. Je suis désolé. Elon Musk, il peut le faire et nous, on ne peut pas le faire. On peut pas le faire. Mais je vois pas à ce jour un profil mais je vous les ai donnés. Arrêtez de dire je vois pas le profil. Je vois ces personnalités, Cyril, comme vous. Mais... Je ne pense pas que la vie politique des toutes prochaines semaines, des prochains mois amènera à ce qu'on puisse faire comme Musk et Trump. C'est une erreur. Je sais pas, même un Leclerc. C'est une erreur, exactement. Il y a Leclerc. Par rapport aux agriculteurs, la grande distribution, tous ces problèmes de pouvoir d'achat et tout ça. Des gens qui sont sur le terrain, sur le concret, en fait. Le principe ne me choque pas. Hein, mais non, mais je veux dire, il faut pas. Si vous pensez comme ça, vous faites rien. Hein. Vous ne faites rien. C'est Jean-Marc qui nous a donné cette idée. Jean-Marc. Juste une autre idée. Oui, je vous remercie tous, vous êtes trop top. Cyril, tes émissions sont top. J'ai hâte que tu refasses une émission en public à la radio. Je serai le premier à faire la queue. Et si on peut faire quelque chose pour toi, pour C8 et TTMP, il faut nous le dire. Mais on s'est déjà mobilisé, mais s'il faut faire plus, il faut nous le dire. On sera là. Vous êtes un énorme amour. Jean-Marc, ils vont m'appeler sur Europe 1. Donc je suis là, je bouge pas. 16h18, après la télé, on est là. Et je vous fais d'énormes bisous, Jean-Marc. Et vous avez été, franchement, c'était un bonheur de partager ce moment avec vous. Merci Jean-Marc. Merci les amis. Merci beaucoup Jean-Marc. Il est incroyable Jean-Marc. J'adore. Mais vous avez vu le talent. Non mais franchement, le talent de nos auditeurs à chaque fois. Vous avez vu la connaissance de nos auditeurs. Non mais franchement, et c'est la France. Ça. La lucidité. C'est la France, la lucidité des Français. On le voit tous les jours. Je vous jure, je suis impressionné moi tous les jours par le niveau de nos auditeurs, le niveau des Français. Et je me dis, et c'est pour ça, les Français sont extrêmement lucides, surtout, ne croyez pas. Et ils savent très bien où on est, où on va. Oui. Et c'est pour ça qu'ils sont inquiets. Voilà, donc merci. En tout cas, je sais que mon ami Olivier d'Artigol là, garde espoir, et c'est pour ça que je l'aime. Garde espoir, il a espoir en François Bayrou. Je pense que François Bayrou va redresser la France, va même redresser l'Europe, va redresser le monde. J'ai aucun espoir. Hein. Ah merci. Non, j'ai simplement dit pour des raisons politiques, connaissance un peu du paysage et des ressorts politiques et de ce qu'est le macronisme dans le crépuscule des derniers mois, que ça pouvait être un profil qui cochait quelques cases. J'ai simplement dit ça. Je le connais, mais c'est pas parce que je le connais que je pense que tout ça que l'Himalaya va être vaincu. Il y a en effet un Himalaya. Hein. Bien sûr, il y a un Himalaya. Et comme non, mais c'est vrai, il y a un Himalaya. Ça va, Gauthier Lebrun, vous dérange pas? Très bien. Non, je récolte des informations. D'accord, vous nous donnerez en fin d'émission. On les vérifie. J'adore. Qu'est-ce qu'il vérifie? Non, il y a pas besoin de vérifier. Grâce à Gauthier Lebrun, tout est vérifié. Les informations viennent à toi. Allez, il y a Gilles qui est avec nous. Gilles de la Côte d'Opale. Ah, c'est beau. Oui, exactement. Oui, la Côte d'Opale. Oui, bonjour. Bonjour Gilles, merci d'être avec nous sur Europe 1. Oui, bonjour Cyril, bonjour à tous. Alors, qu'est-ce qui vous choque sur François Bayrou, Gilles? Alors, je pense que vous allez être d'accord avec moi, parce que comme 90% des Français, je pense que c'était une énorme bêtise pour François Bayrou d'aller à Pau. Et les 10% qui restent, c'est ceux qui sont de mauvaise foi, forcément. Oui. Et moi je suis inquiet du coup, parce que quand on est capable de faire un choix aussi bête et qu'on doit diriger un pays comme la France dans les difficultés qu'elle rencontre en ce moment, on est en droit de s'inquiéter. Est-ce qu'il va diriger la France de la même manière, ou est-ce qu'il va se reprendre et puis arrêter de faire des actes comme aller à Pau pour montrer aux gens de Pau qu'il a le droit au Falcon, qu'il est Premier ministre, qu'il a réussi, et puis voilà quoi. Exactement. Donc je suis assez... Il devait être trop content. Vous êtes un peu d'accord avec ce que j'ai dit, Gilles? Moi je pense, mais vous savez qu'il y a énormément d'égouts. Croyez pas, il y a énormément d'égouts. Oui, bien sûr, oui. Ah, bien sûr. Mais il l'a montré depuis longtemps, sa manière de diriger sa carrière par l'ego. Ne serait-ce qu'avec les coups bas qu'il a fait à Sarkozy, parce que Sarkozy a évolué plus vite que lui, et il l'a pas désiré. Donc moi il m'inquiète sincèrement. Je pensais que, moi aussi comme M. d'Artigol, je pensais qu'il aurait pu éventuellement faire quelque chose, mais là ses premiers pas en politique, ses premiers pas au poste, m'inquiète un peu, franchement, sincèrement. Je suis assez d'accord. Et pour revenir aussi, excusez-moi, si je peux me permettre, pour revenir aussi sur ce que vous avez dit tout à l'heure, je vous ai écouté, vous pensez sincèrement que Emmanuel Macron a été appelé par François Hollande? Ah oui, il a été appelé par François Hollande, oui. Vous vous souvenez du discours de François Hollande avant qu'il soit élu
au Congrès. Non, mais pour le nommer ministre de l'économie. Ah non, pour le nommer ministre de l'économie à l'époque, hein, pour nommer Emmanuel Macron ministre de l'économie à l'époque. Oui, non, mais juste, je peux juste revenir, si vous permettez, sur le dernier discours de François Hollande avant d'être élu président de la République. Oui. Et il avait dit, mon ennemi... Exactement, c'est la finance. Il a raison, Gilles. Oui. Mon ennemi, c'est la finance. C'est vrai. Vous croyez sincèrement qu'il va appeler le meilleur ambassadeur de chez Rothschild pour son gouvernement le premier jour où il arrive? Non, pas du tout. Ce qui s'est passé, et j'en suis quasiment sûr, c'est que la haute finance américaine, par l'intermédiaire d'Emmanuel Macron, a imposé à la France Emmanuel Macron et a dit à M. François Hollande, mettez votre casque, prenez votre mobilette, allez draguer les gonzesses. On vous appellera quand il y aura des commémorations à faire. Parce que depuis 2012, à mon avis, c'est Emmanuel Macron qui est président. Qu'est-ce que vous en pensez, ça, Gauthier Leroy, de ce que dit notre auditeur, Gilles? Alors, sur les chances de François Hollande de se représenter fortes, sur les chances de François Hollande d'être réélu faibles. Voilà. Qu'est-ce que vous avez dit? Non, mais en fait, sur le fait surtout que, que dès le départ, si vous voulez, François Hollande, si dès le départ, est-ce que François Hollande en fait était sous influence et en fait c'était une sorte de marionnette et c'était Macron qui décidait tout. Alors ça, moi, je crois pas. Je crois pas dès le départ. Il s'est vraiment fait avoir. Il s'est fait endormir. Emmanuel Macron, le week-end où il crée En Marche, il dit alors, je vais créer un petit think tank, là, un petit endroit où on va échanger les idées. T'inquiète pas, François, c'est rien du tout. Je suis pas financé, rien à voir. Il s'est complètement fait endormir. Il s'est servi de Bercy. D'ailleurs, on a su que Fabien Lecoeuvre avait donc été reçu à Bercy pour parler de Michel Polnareff dans cette émission. Il s'est servi de Bercy comme d'une succursale. Mais non, il parlait de Bercy d'après ça, lui. Les concerts. J'ai cru parler du ministère. Mais non, les concerts. C'est quasiment à côté. Il s'est servi de Bercy comme d'une succursale où il organisait des dîners, on l'a su ensuite, pour préparer l'échéance de 2017. Donc, absolument. Dès qu'il est rentré à Bercy, il a dû penser très tôt à l'Élysée. Et François Hollande s'est complètement fait avoir. Il a dit dans une phrase récemment, dans un documentaire sur la dissolution, si je connaissais vraiment Emmanuel Macron, il ne serait pas président. Exactement. Bah oui. Ça veut tout dire. Ah, bien sûr, ça veut tout dire. Merci Gilles d'avoir été avec nous. Mais je vous en prie. Et merci. Puis, je vous adore vos émissions. Ah bah merci. Et ne changez rien. Ne changez rien. Et Gilles, franchement, vous êtes un amour et vous nous rappelez avant les vacances. Il a un beau prénom en plus. Vous aimez bien Gilles comme prénom. Oui. Non, je pense que je préfère le Gilles que j'ai en ligne que le Gilles que je croise tous les soirs. Merci Gilles d'avoir été avec nous. On n'est pas dans le même sens. Oui, ça va se régler. C'est pour ça, oui. Merci Gilles. J'adore quand même. Oui, moi aussi. Mais ça fait plaisir quand même d'avoir un Gilles avec qui je peux partager des choses. Merci Gilles, merci d'avoir été avec nous. C'est gentil. Je vous embrasse Gilles. Merci beaucoup. Non, c'est important quand même, parce que vous savez, à quelques minutes de retrouver Gilles Verdez, il faut avoir les reins solides. Je peux vous dire, c'est pas facile tous les jours. On a Marie des Hauts-de-Seine. Bonjour Marie, merci d'être avec nous sur Europe 1. Oui, bonjour. Bonjour Marie. Bonjour Cyril. Merci d'être avec nous Marie. Oui, ça allait bien? Très bien, je suis heureux de vous avoir. Je me régale avec vos émissions. Ça me fait plaisir, merci beaucoup. On essaie de donner un petit peu d'infos et puis voilà, on essaie même de donner un petit peu de coulisses. Je ne sais pas si vous avez vu et on espère que ça vous plaît en tout cas. Merci. Merci. J'adore. Merci d'être là Marie. Alors dites-nous tout. Écoutez, j'appelais pour dire que j'étais un peu scandalisée par ce voyage de Bayrou en tout début de son mandat pour aller à Pau, une ville qu'il connaît parfaitement. Il a plein de collaborateurs, donc je ne vois pas l'intérêt. Alors j'ai évoqué tout à l'heure Marie, et je pense vraiment que je suis sûr d'avoir raison. Je pense qu'il voulait se faire un peu saucer, comme on dit, à Pau, et donc il est allé là-bas pour que tous ses collaborateurs lui disent c'est incroyable, t'es Premier ministre. Oui, je comprends, mais il a quand même pris un Falcon ça coûte 25 000 €, l'aller-retour. On ne sait pas exactement comment ça coûte. Non, alors je 25 000, c'est la subvention. Le prix, Marie, d'un Falcon pour Pau, aller-retour, ça doit être 20 000 €. Ah oui 20 000 €. Là, je crois l'expert. 25 000 €. Alors, c'était le soir. En plus, il a été. Non, mais est-ce que vous avez dit, j'ai entendu 500 000 €. Non, c'est 25 000, elle a raison, Marie. Parce qu'en plus, l'immobilisation là-bas, non, c'est 25 000. Vous avez raison. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Bien sûr. Bon, évidemment, c'est peut-être au niveau. Donc, c'est la subvention qu'a versé Pau. Mais c'est quand même nos impôts qui payent ce déplacement qui n'était pas urgent. Non, mais elle a raison, Marie. Non, c'est 25 000. J'avais entendu 500 000, mais c'est 25 000. Si c'est 25 000, Cyril. Non, 25 000. C'est peut-être pas énorme. Ah non, c'est énorme. C'est énorme, Marie. C'est quand même, pour l'état des finances du pays, c'est quand même une goutte
importante. Bah bien sûr, non mais Voilà. si on Et commence ça m'a fait penser au Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, qu'on appelle en surnom le Falcon, parce qu'il l'utilise à tout bout de champ. Voilà. Non mais donc, vous vouliez dire quelque chose, Gauthier? Si le chiffre de 25 000 est confirmé, très bien. Donc je crois l'expert aéronautique que vous êtes. À moins qu'il ait eu un prix, voilà, mais c'est minimum 20 000. Voilà, c'est 20 000. C'est entre 18 et 25 000. Fait un aller-retour à Pau pour aller voter une subvention de 25 000 € à Mayotte. Et le tout, ça a coûté 25 000 €. Donc vous vous rendez compte, en fait. Ils sont à jeu. Voilà. Comme on dit. C'est un gag. C'est lunaire. Non, c'est vrai, mais c'est sûr, elle a raison. Je vous le dis, le prix, c'est 25 000 €. On fait un aller-retour à 25 000 € et on vote une subvention de 25 000 €. Un Falcon 7X, un aller-retour à Pau, c'est 25 000 €. Ah bah, je vous dis. En Falcon, oui. Oui, voilà, en Falcon, exactement. Bien sûr, c'est quand même. En plus, c'est un 7X. Hein, pour les auditeurs, sachez-le, le 7X, c'est pas. Voilà, c'est un bel avion. C'est une belle bête. C'est le dernier cri. C'est une belle bête. C'est une belle bête. Donc un Falcon 7X, c'est bien 25 000 €. C'est 25 000 allers-retours, on est d'accord. Marie, ne dit pas du tout de bêtises. Et merci à Marie, en tout cas. Merci beaucoup, Marie. Bah, il n'y a pas de quoi. Je vous fais de gros bisous, Marie. Et Marie, je vous souhaite, si je ne vous ai pas avant les fêtes, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous fais de gros bisous. Moi de même, mais je préfère dire joyeux Noël. Moi aussi, exactement. Joyeux Noël que plutôt joyeux bon hiver. Voilà, bel hiver. Voilà. Joyeux Noël et Marie, et comme je le dis, vive les crèches. Merci. Merci beaucoup. J'espère que. Il faut tenir compte de notre culture. Bah bien sûr, bah oui, mais on a l'impression qu'il faut se cacher. C'est incroyable, vous voyez ou pas? Non, il ne faut surtout pas se cacher. D'ailleurs, je redis à tous les maires qui nous écoutent, ça serait bien qu'ils fassent une crèche avant Noël. Hein, voilà. Alors, il paraît que voilà, ils peuvent prendre une amende, mais je trouve que c'est bien de prendre une amende pour ça. Ne dites pas à Bayrou, il va reprendre un Falcon pour aller l'installer. Oui, c'est vrai. Merci Marie d'avoir été avec nous sur Europe 1. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cyril. Je vous fais de gros bisous, merci. Oui, je peux dire quelque chose sur les crèches, parce que vous savez qu'à Béziers, l'association qui s'en prend chaque année à la crèche de Robert Ménard, qui maintenant l'installe sur des roulettes. Hein. Faut savoir, Robert Ménard, il la met dans sa mairie, il se fait condamner, il actionne les roulettes et il la met devant. Donc c'est comme ça que ça se passe chaque année. C'est la Ligue des droits de l'homme, très bien. Donc la Ligue des droits de l'homme, ce sont les mêmes qui se sont opposés à la circulaire de Gabriel Attal sur l'abaya. C'est intéressant, hein. Ils attaquent les crèches de Robert Ménard et ils sont favorables à l'abaya à l'école. Ah, c'est intéressant. Là, le 2 poids 2 mesures chimiquement pur, quoi, voilà. Je voulais dire ça au passage. Alors, il y a une info qui est sortie, vous avez vu, hein. François Bayrou a utilisé un jet Falcon 7X présidentiel pour se rendre à Pau. Coût estimé pour 2 heures de vol, 12 000 €. 12 000 €, donc c'est ça. Donc, 12 000 € pour 2 heures de vol. Ouais. Ah, donc c'est la moitié de 25. Oui, mais non, mais les mecs, c'est quoi? Mais moi, je pense que c'est que l'aller, 12 000 €. Aller-retour. Non, aller-retour. Non, c'est parce que c'est 1 heure. Donc si c'est 2 heures, c'est. C'est l'aller-retour, 12 000. 12 000. Non, c'est impossible. Alors, franchement, il n'y a pas le ticket de parking. C'est qu'ils leur font des prix. Oui, il n'y a pas de parking. Parce qu'il est allé sur une base aérienne. Ouais, d'accord. Bon, bah écoutez, ils l'ont fait un prix. Une base militaire, pardon. Ils l'ont fait un prix. Voilà, écoutez. Bah, merci. Ça a été, mes chéris. Merci. Très bien. Franchement, il y a eu beaucoup d'infos aujourd'hui. Hein. Ah oui. C'était foisonnant. Merci à tous d'avoir été avec nous sur Europe 1. On va se retrouver demain. On sera là à 16h avec toute l'équipe. Est-ce que François Bayrou sera encore Premier ministre demain? Ça va il est passer. sur ses côtes. Hein. Il est sur ses côtes, là, de fou. Ne lâchez pas. Merci à tous d'avoir été avec nous sur Europe 1. Tout de suite, c'est Punchline avec Laurent Ferrari sur CNews et Europe 1. Merci.